Bonjour, ici Valérie Gagné, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh que ça approche, le lancement de la toute nouvelle gamme NAC Boost Énergie est à nos portes et vous êtes pas prêts pour cette petite révolution. Après avoir créé une gamme super complète pour les efforts de longue endurance avec la gamme Ultra Énergie, NAC s'ouvre au reste du monde en proposant la Boost Énergie, une gamme pensée pour repousser les limites de la performance sur toutes les distances, offrant une énergie rapide, durable et facile à digérer. Et comme d'habitude, ça a été testé et développé par les meilleurs. Pendant 18 mois, la NAC Lab, la cellule d'innovation de NAC, a collaboré avec ses athlètes pros pour affiner chaque détail. Au lancement, vous allez pouvoir mettre la main sur les gels Boost Énergie qui délivrent 25 grammes de glucides et 185 mg d'électrolytes et sur les boissons d'effort Boost Énergie qui vont offrir 60 grammes de glucides et 40 mg d'électrolytes. Comme d'habitude, tu peux utiliser le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande, mais si tu l'as déjà utilisé, pas de stress. J'ai le code AF25 Yannick pour toi qui donne aussi 15% de rabais. AF25YANNICK. Direction le nac.com pour passer ta commande. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 230 de Pas sorti du bois. Ceux qui le regardent, vous remarquez des changements. J'ai bougé un peu le décor de mon studio / sous-sol. C'est la première fois qu'on enregistre dans mon sous-sol, mais debout. Valérie Gagné, bienvenue debout à Pas sorti du bois. Ben merci, je suis très contente d'être debout. Là, je me dis, c'est un podcast avec des gens qui sont actifs. Exact. Je pense que le bureau assis debout va passer plus de temps debout à l'avenir dans le podcast parce que on a un super setup. J'ai l'impression que, je sais pas pour toi, mais on est comme grandé. Ouais. Moi, mais en même temps, hein, c'est plus dynamique aussi. Ben, c'est ça, exact. Ouais. L'épisode va durer 15 minutes, mais super rapide. C'est ça. Valérie, je te le disais d'entrée de jeu, j'ai su t'étais qui via un ami proche qui est Ray Zahab de Capic 1 qui est venu au podcast plusieurs fois. J'ai oublié t'étais qui et ensuite, quand j'ai découvert ce que t'as fait dans les dernières années, quand j'ai vu les accomplissements que t'as fait en course, mais dans d'autres aventures, j'ai fait, OK, c'est la fille de Capic 1 que je savais que c'était qui, mais je savais pas c'était qui. Bref, tout ça pour dire que ça fait longtemps que j'entends parler de toi et ça fait longtemps que Ray me parle de toi pour venir sur le podcast. Après 230 épisodes, il était temps. Bienvenue à Pas sorti du bois. Ben merci. Mieux vaut tard que jamais. Ben c'est ça. De toute façon, 230, là, ça fait beaucoup, mais moi, je compte faire ça très longtemps. Fait que ça va être un des premiers épisodes quand on va regarder ça dans 10 ans. Exactement. Je le disais, t'es une coureuse de trail, t'es une aventurière, t'as fait des expéditions à la course en autonomie, t'as fait des courses avec dossard, t'as fait des épreuves sans dossard, t'as fait des courses par étapes. Je pense qu'il y a 1 million de sujets qu'on pourrait aborder, puis on va essayer de tous les cocher. Puis sinon, ben ça sera juste une partie 1 d'un futur 2, parce que je sens qu'on a beaucoup de choses à jaser. Mais avant de commencer, la première question et la plus importante, Valérie, qu'est-ce que tu bois? Ce soir, c'est la bière Crazy Cat Lager. C'est une Pilsner. Que j'ai pas encore goûté, j'imagine on va se faire un cheers. On va faire ça exactement. Moi de mon côté, j'ai une catnip qui est la IPA classique de Noctem qui est le partenaire du podcast. Valérie, oui. Cheers. Santé, on le fait. Oui, faut on va même l'entendre. Et puis délicieux. Ouais? Tu m'avais dit, j'aime bien les blondes, les blanches. J'avais ça sous la main, une bonne Pilsner. Parfait. On est loin de la Pilsner style la Bat 50 que nos pères buvaient dans les années 90. Ça a évolué. La Pilsner est rendue ailleurs, mais voilà. Ben écoute, Valérie, je sais pas par quel bord lancer ça parce qu'il y a 1 million de sujets comme je le disais, mais je pense qu'on va commencer à la base, d'où tu viens, puis comment l'activité physique, le sport, le plein air est entré dans ta vie. Va falloir retourner quand même loin parce que je pense que j'ai commencé à faire du ski de fond dans le traîneau. OK, en arrière. Puis j'ai commencé à faire du ski là, par moi-même sur des petits skis bottines quand j'avais 2-3 ans. Là. Okay. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Fait qu'une famille de sportifs, de gens de plein air. Absolument. Je dois tout mon background sportif à mes parents. C'est eux autres qui m'ont mis dans la marmite, puis ils m'ont laissé m'en sortir par moi-même puis trouver mon propre moyen pour nager là-dedans. Mais ouais, fait que ski de fond probablement la première activité sportive que j'ai commencé.
Puis après ça remonte disons la course de trail cross-country au primaire. Ah ouais, OK. Ouais. Dès le primaire, fait que ça remonte à loin la course. Hein. Ouais, vraiment. Là, je veux pas dire que t'es vieille, ça remonte à loin, mais dans le sens où on entend souvent le background de « Ah, rendu au cégep, je me suis mis à courir. » Là, on est comme dès le primaire. Ouais, puis même avant que je sois éligible à courir le cross-country, ça commençait juste en 4e année du primaire à mon école. Puis moi, en 3e année, j'avais changé d'école, j'arrive là, je vois qu'il y a du cross-country, je dis moi je veux participer. C'était quoi qu'est-ce qui faisait que tu savais ce que c'était? Parce que veux pas le cross-country. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu plus connu, mais mettons, je remonte à mes années de primaire, on n'entendait pas parler de cross-country. Comment t'avais eu la piqûre de ça ou comment t'avais entendu parler? Ben, je pense que j'étais quand même dans une école où le sport était mis de l'avant. Okay. Puis, ça m'a toujours intéressée aussi. J'ai tout le temps été attirée par toutes les activités sportives intramurales ou parascolaires. Okay. Donc, dès que je me suis rendu compte qu'il y avait ça, même si c'était pas pour mon catégorie d'âge, je voulais y participer. Puis, tu sais, au tel point que j'allais voir le directeur, puis j'ai dit moi je veux participer. Puis il m'a dit ben non tu peux pas, faut que t'attends l'année prochaine. Je me suis battue, j'allais voir mes parents sont allés voir le directeur, ils ont dit là on sait pas trop quoi faire avec ça. Tu peux-tu nous aider? Peux-tu tu sais juste peux-tu empêcher un enfant qui veut faire du sport de courir? C'est ça. Puis c'était comme un 1,5-2 km. Là. Il n'y avait pas un risque grand. Puis finalement, ça a été comme établi que... Ben, je me souviens plus exactement, c'est sûr, ça remonte à loin. Si c'était le directeur ou mes parents, ou en tout cas toute l'équipe en tant que telle, là, autour, ont décidé que si je m'entraînais je pouvais le faire. OK. T'sais, c'était comme dans 2 semaines, là, la compétition. Puis on habitait sur un petit chemin privé en gravelle. Puis ma mère nous reconduisait, moi et mes sœurs à l'école. Puis tous les matins, dans mon uniforme d'école privée en petite jupe, je sortais de l'auto, puis je courais le 500 mètres de notre chemin privé avant de rembarquer dans l'auto puis de faire conduire jusqu'à l'école. Puis la même chose le soir en revenant. 1 kilomètre d'entraînement tous les jours. Puis comment s'est passée cette première compétition-là de cross-country? Ça a super bien été. Puis après ça, tu sais, à partir de la 4e année du primaire, là, j'ai pu me qualifier pour les championnats régionaux, etc. Puis de 4e année du primaire jusqu'à l'université, à chaque année, je me suis qualifiée pour les championnats provinciaux. Tu sais, c'était vraiment comme ma vocation. Ben oui, c'est ça. Une course dans l'année, les championnats de cross-country scolaire, mon nom était là, c'est sûr. Déjà à un jeune âge, t'avais cette détermination-là, parce que veux pas, tu dis c'est une compétition dans l'année, ça veut dire que c'est 364 jours à quasiment penser à la prochaine, puis c'est beaucoup d'efforts pour peu de compétitions, comme c'est le cas de notre sport, que ce soit des compétitions, des voyages, des trips, des expéditions. On s'entend, c'est 95% de préparation pour 5% de jour J. Ouais. T'étais déjà dans ce niveau de motivation-là. C'était pas difficile de sortir du lit, aller faire ton 500 mètres sur le chemin privé. Exact. Non, c'est là que mon introduction à l'entraînement a commencé, dans le fond. Puis après ça, c'est un peu une discipline qui s'est instaurée, puis j'ai jamais lâché. C'est fou quand même, hein, d'avoir cette discipline-là aussitôt. C'est impressionnant. Mais là, après, là, faut pas dire que rendu maintenant, à mon âge, j'ai la même discipline. Okay. J'en ai perdu un petit peu, là. Mais là, il y a de l'expérience derrière, fait qu'on peut s'appuyer là-dessus. C'est ça. Est-ce que dans ces compétitions-là, il y avait aussi un côté compétitif? Est-ce que tu regardais à droite, à gauche, on partait, puis on fightait pour des positions, là? Oui. OK. Oui. Est-ce que t'as encore ça aujourd'hui? En avant, puis c'est jusqu'à la mort. Ah ouais. Je sortais les coudes, puis tassez-vous. Ah, c'est ça. J'étais la plus grande, j'étais la plus pas la plus rapide nécessairement dans un sprint, mais je savais que je pouvais gagner, puis je faisais tout en mon possible pour que ça arrive. Puis mais non, maintenant aujourd'hui, c'est plus ça? Plus du tout. Fait que t'as donné tout ce que t'avais en toi de compétition, tu l'as donné au primaire, au secondaire, puis non, je l'ai donné encore plus longtemps après dans d'autres sports, puis on pourra peut-être y arriver éventuellement, mais jusqu'à me burn out complètement. OK. Ouais, fait que ça a été de cette compétition-là. Ouais. Ben c'est sûr que de le faire pendant autant d'années, je suppose qu'il y a un peu de brûlage de cartouches à travers tout ça, parce que c'est demandant. Puis quand c'est une bonne performance, ça veut dire que tu t'es vidé mentalement aussi pendant à fighter, à compétitionner. Exact. Quand le résultat est pas là, ben on se retape un peu dessus, je suppose, quand il y a ce niveau de compétition-là. Fait que je peux comprendre que à travers les années, ça finit par être lourd. Puis est-ce qu'il y a un moment où tu as senti cette espèce de poids-là se lever de tes épaules, ou ce côté compétitif-là partir puis revenir?
Un moment précis, non. Y a-tu un moment ou un âge que tu dis, OK, c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a eu cette transition-là? Ouais, en fait, j'ai eu une première expérience de OK, là, c'est assez le sport de haute performance quand j'ai décidé d'arrêter la compétition de ski de fond. Okay. Parce que je me suis rendue sur l'équipe nationale junior en ski de fond, donc fin cégep. Puis à ce moment-là, c'est ça, j'avais fini mon cégep, puis j'étais juste en dessous du podium, tu sais, comme la 4e place, là, je l'ai vécu vraiment souvent. Ah ouais. J'avais l'impression aussi où je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement ce qu'il fallait pour continuer de compétitionner à ces niveaux-là, de me rendre à un niveau international en ski de fond. Puis alors que je changeais de catégorie puis je devenais senior aussi. C'était aussi le moment où je finissais le cégep. C'était un peu une décision, est-ce que je continue les études ou est-ce que j'arrête les études puis je me concentre à 100% sur le ski. Puis la décision est venue quand même assez facilement, là. J'avais tout donné ce que j'avais besoin de donner. J'étais allée au max dans ce que je pouvais faire en ski de fond. Puis j'ai décidé de m'inscrire à l'université puis de laisser la compétition de ski de fond derrière moi à ce moment-là. Je le vois dans ton parcours, que je suis allé voir ce que tu as fait dans les dernières années, puis on voit que oui, il y a une portion d'ossard de certaines courses organisées, mais il y a aussi beaucoup de projets solo ou en expédition. Oui. Ça dénote un peu ce que tu viens de raconter de, oui, des fois on pine un dossard, mais tu sembles être dans cette pratique-là qui est complètement différente pour accomplir des grandes choses puis repousser, je suppose, pas tes limites, là. J'aime pas des fois ce terme-là parce qu'il faut pas les dépasser, mais je pense que repousser des limites, on peut s'entendre que c'est sain parce que la limite, elle augmente avec le temps. Ouais, un peu de curiosité. C'est ça, exact, d'aller essayer des affaires un peu extrêmes. Ouais. Je sais pas si on saute beaucoup d'étapes dans ta vie, mais j'ai vu que... mais c'est pas grave. Mais je vais t'amener en 2014 parce que je voyais que tu as pris part à une expédition avec Impossible to Possible. Puis ceux qui se rappellent du premier passage de Ray Zahab au podcast, le premier épisode en Franglish du podcast, Ray a K-Pick One, K-Pick 1 Expédition, qui organise des expéditions, puis on pourra en parler. T'es guide avec eux. Mais Ray, tous ses projets aussi permettent aussi de financer sa fondation qui est Impossible to Possible, où il amène des jeunes dans des expéditions. Puis je voyais qu'en 2014, tu y as participé. C'était-tu ta première fois avec Ray, avec le type d'expédition qu'il organise? Oui, absolument. C'est vraiment la première fois où je faisais une course multijour. Ouais. C'était définitivement les plus longues distances que j'avais jamais courues de toute ma vie. Puis c'est venu à un moment vraiment clé dans mon parcours d'athlète parce que après avoir fini ma carrière de ski de fond, je rentrais à l'université puis rapidement je me suis fait recruter sur l'équipe nationale en aviron. OK. Vraiment un peu de sortie de nulle part. Ben oui. C'était vraiment le fun parce que en ski de fond, je me battais tout le temps contre ma shape, mon poids. Fallait tout le temps que je perde de la masse musculaire pour être plus légère, pour monter les côtes plus facilement. Puis là, finalement, tu sais, je regarde l'aviron puis je me dis, mon Dieu, tu sais, ils sont assis de un. Ils sont sur le plat, c'est sur l'eau. J'aurais pu monter des côtes. Puis la grandeur est un très, très grand atout. C'est dire, puis la masse musculaire contre laquelle tu te battais quasiment pour le ski de fond, là, je suppose qu'elle est utile parce que on pousse fort. Hein? Oui, mais là, on est parti complètement à l'autre extrême où il fallait que je mette la masse. OK. Mes coachs m'interdisaient formellement de courir. Parce que les risques de blessure étaient trop élevés pour quelqu'un avec une masse musculaire aussi importante, puis ça venait vraiment en conflit avec le type d'entraînement qu'on faisait. J'ai pour mon dire que ouais complètement, mais je pense que avoir eu le droit de continuer de courir, ma tête s'en serait mieux portée. OK. Puis j'aurais peut-être continué plus longtemps. Finalement, j'ai fait 2 ans en aviron, puis là, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que ma carrière d'athlète de haute performance était terminée, que j'étais vraiment rendue au bout à ce niveau-là, puis comme tout athlète de haute performance peut vivre à la fin de sa carrière un peu un creux, un down, je sais plus trop qu'est-ce que je fais, perdu mon identité comme athlète.
qui était, on se rappelle, avec moi depuis la 3e année du primaire. Ben oui, c'est ça. Puis on l'entend souvent, ça, cet après compétition-là de haut niveau, un gros creux de motivation puis de perte d'identité, là. Ouais, exact. Puis à ce moment-là, pour une raison obscure, j'étais sur Facebook, j'étais en train de scroller, puis je vois une annonce de Impossible to Possible, comme quoi ils cherchent des candidats pour leur prochaine expédition au printemps. Fait que ça, c'était à l'automne. L'expédition avait lieu au printemps. Puis au désert d'Atacama, au Chili. Dans un moment de faiblesse, je décide de poser ma candidature. Moment de faiblesse. Oui. C'était un moment où tu étais dans ce creux-là. Oui, exactement. À la recherche. Ça a pris combien de temps, mettons, je peux rentrer dans le fin détail de mois par mois, mais ce creux-là a duré combien de temps avant d'avoir cette espèce de petite accroche-là? Pas très longtemps, okay, peut-être 2 mois. OK. Ouais, c'était pas trop longtemps. C'était pas au fond du baril, mais... Non. L'annonce était bien positionnée dans l'algorithme Facebook. Exactement. Puis tu sais, j'avais vu Impossible to Possible quelques années plus tôt. Okay. Un ami avec qui je faisais du ski de fond avait fait une expédition au Botswana. Puis tu sais, j'avais vu passer sur Facebook justement des photos de lui avec 6 autres personnes. Ils étaient tous habillés avec le même t-shirt, la même casquette, puis ils étaient dans un environnement qui était définitivement pas au Québec. Puis ça avait comme titillé ma curiosité, puis j'avais cliqué, j'avais lu la description de la photo. Puis là, je vois, OK, il court 1 marathon par jour pendant 6 jours consécutifs. Je le connais, je sais que c'est son genre de truc. Je suis comme good for him. Mais moi, je ferais jamais ça. Tu ne vois pas à ce moment-là faire ça. Pas du tout. Puis après ça, tu sais, 2 ans plus tard, je revois la même annonce pour 1 marathon par jour pendant 6 jours consécutifs dans le désert. Puis à ce moment-là, je dis, oui, c'est bon, je suis prête à le faire. Ça prend un petit 2 ans dans le fond de la tête que ça travaillait. Ouais. Puis 2 ans à avoir pas couru. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Est-ce que cet attrait-là de l'expédition, du plein air, du voyage aussi, est-ce que tu l'avais eu dans tes années précédentes, que ce soit avec des voyages familiaux, avec des voyages scolaires? Est-ce que tu avais déjà ce feu-là en toi d'aller voir le monde, d'aller te mettre dans la brousse puis te mettre un peu dans la marde, on va se le dire, c'est souvent ces expéditions. Hein? Oui, beaucoup. Okay. T'avais déjà ça. Avec mes parents, comme j'ai dit, c'est eux autres qui ont vraiment instauré le goût du plein air, surtout par la randonnée puis le ski de fond. Tu sais, quand puis de l'aventure aussi là, ma mère toujours partante pour n'importe quelle aventure. Je me souviens, j'avais 5 ans puis elle nous a inscrit à un 10 km de ski de fond de nuit. Ah. J'ai 5 ans, puis OK, go, on y va. Puis elle était prête à vivre l'aventure avec la petite de 5 ans, ma grande sœur de 7 ans, puis les filles, on y va. Puis tu sais, il y avait une auto là qui suivait, c'était sur le petit train du Nord, là, c'était sur le plat, puis c'était pas de la négligence, mais c'était de l'aventure. Non, c'était vraiment une aventure, puis c'était de nuit, tu sais. C'était dans le cadre d'une levée de fonds là, il y avait un skieur qui faisait le petit trait du Nord au complet, puis nous autres, on faisait le dernier 10 km. Puis, tu sais, l'auto, elle demandait, tu es correct? Tu veux t'embarquer? Moi, absolument pas. Moi, je veux continuer, puis je trouvais ça tellement cool, tu sais. Fait que, tu sais, ça part de loin, ce goût-là d'aventure. Puis après ça, ben, on a fait en famille le Tour du Mont-Blanc. En randonnée, de refuge en refuge. Fait que, tu sais, toutes ces expéditions-là, entre guillemets, ça revient de loin. C'est ça. La pomme tombe pas loin de l'arbre, mais dans le sens que la graine était plantée depuis longtemps. Puis on le voit, je pense comme parent, tu donnes tout ce que tu peux à tes enfants, ben aussi ils ramassent ce qu'ils veulent là-dedans. Mais tu sais, on l'entend souvent cette histoire-là. Tu sais, moi j'ai un de mes idoles de vie, c'est Richard Turgeon dans la communauté trail. Puis Richard et sa femme sont exactement comme ça. C'est Richard et sa femme ils sont partis vivre au Népal avec 3 petits gars de genre, je veux pas dire n'importe quoi, mais genre 2, 4, 6 là, tu sais. Puis mais tu regardes où sont rendus aujourd'hui. Puis Zach que je connais bien, qui a fait des films d'aventure, qui suit son père là-dedans. Ben qui a fait l'UTCC 170 comme premier 100 000. Il a pas choisi le plus facile. Tu vois que ces graines-là qui ont été plantées ont mené à quelque chose, puis je trouve ça beau d'entendre que go, on fait le tour du Mont-Blanc, go, un enfant de 5 ans qui aime le ski, puis tu sais, comme parent, tu le files ton enfant, tu te dis OK, il est prêt, ben let's go, on le fait, puis le pire qui peut arriver, c'est quoi? T'as enlevé tes skis, tu seras embarqué dans le char? Ouais, exact. Pas de danger là. Non, exact. Mais c'est quelque chose qui sort de la zone de confort, qui quand on revoit ce qui a suivi dans les années les décennies qui ont suivi,
c'est un bel héritage. Ouais, absolument. Puis c'est ça, comme je dis, je leur dois tout ça, là, tu sais. Éventuellement, je pense qu'ils trouvent que je l'ai peut-être poussé à un niveau où des fois ils se disent Val, calme-toi parce que on dort plus la nuit, là. Mais on y viendra parce que c'est des étapes, hein. C'est ça. Mais déjà le step de ski de fond compétitif, aviron compétitif à 6 marathons en 6 jours dans le désert d'Atacama au Chili. C'est un bon step. Tu disais, t'étais dans ton creux, t'avais pas couru depuis 2 ans. On est l'automne, fait que je suppose qu'on est entre 4 et 6 mois de l'expédition. C'est ça. En plein hiver. Comment on planifie, comment on se prépare à un défi comme ça? Ben, on était vraiment bien encadrés dans l'équipe là, de Impossible to Possible. On avait un plan d'entraînement qui nous suivait. On avait plein de spécialistes aussi en renforcement musculaire, même en préparation mentale. On était une équipe de jeunes ambassadeurs. On était 5 qui venaient de partout à travers le monde, mais on se faisait des meetings sur Teams avant que Teams devienne populaire. 2014, ouais, c'est genre. Ouais, on se faisait je me souviens plus la plateforme exacte, là, mais Skype ou autre. C'est ça. Sur Skype, puis à chaque semaine, on s'encourageait là-dedans. Ça doit être le fun aussi de le faire en gang. Ben, c'était vraiment particulier parce que je retrouvais mon sport que j'aime tant, qui est la course, mais je le faisais dans un environnement d'équipe. Mm-hmm. Puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié de cette expédition-là, où oui, on a couru un marathon par jour, mais tu sais, on n'a pas couru nos marathons en 4 heures, là. On a pris la journée au complet pour le faire. C'était vraiment en type expédition. Puis c'était un travail d'équipe. Donc on était les 5 ensemble, puis on a couru chaque kilomètre ensemble. S'il y en a un qui se sent moins bien, ben les autres sont là pour le soutenir. Puis si toute l'équipe va bien, ben go, on en profite, on avance. Puis ça, c'était une dynamique que j'avais jamais vraiment vécue parce que tous les sports auxquels j'ai participé dans mon enfance, puis à mon adolescence, puis jeune adulte, c'était tous des sports individuels axés sur la performance. Ouais. Je suppose qu'il y a un esprit d'équipe qui se crée dans une équipe de ski de fond, une équipe d'aviron, mais il y a aussi un côté compétitif. En tout cas, en ski de fond, t'as bien beau être une équipe ensemble, le jour de la compétition, t'es un contre l'autre. Ouais. Là, dans ce cas-ci, c'est à-compétitif complètement. Il n'y a pas d'objectif de temps, dans le sens où il faut se rendre au point B dans la journée, fait qu'on part. Comment t'as vécu ça, ce côté-là collaboratif? Ça amène son lot de challenge parce qu'il faut apprendre à faire confiance à ses coéquipiers, puis à vraiment essayer d'être là pour eux dans un moment où ils en ont peut-être besoin, mais aussi d'accepter que les autres peuvent être là pour toi, puis d'être capable de lever la main puis de dire moi, je me sens moins bien en ce moment. On peut-tu ralentir le pace un peu? Ou, tu sais, moi, je prendrais une plus longue pause quand on arrive. Fait que c'est vraiment une dynamique différente, mais ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même aussi à ce moment-là. C'était un défi de réussir à se montrer vulnérable, dans le sens où j'ai l'impression que tes années de compétition, c'était une autre époque, là, puis je veux pas te vieillir, on doit prendre le même âge, mais tu sais, le mot bienveillance, aujourd'hui, il est peut-être un peu galvaudé. À l'époque, il était inexistant. Se montrer vulnérable dans des sports compétitifs, je suppose que c'est peut-être moins à propos. Là, dans le cas d'une expédition comme ça, il faut se rendre là, faut être capable de se montrer, comme tu dis, tu peux pas cacher que tu fais le pas pendant 6 jours de course. Non. Ça a été un défi, ça, de s'ouvrir au groupe? Ben, je pense que ça a été un défi d'accepter que les autres étaient là pour moi, parce que je pense qu'au début je le croyais pas nécessairement, mais le fait de se montrer vulnérable, c'est venu presque naturellement, parce que dans les circonstances, t'as pas le choix. Il y a pas, tu peux avoir toute l'intention de te montrer avec une grosse carapace puis de dire moi je suis forte puis je suis capable, mais ça marchera pas. Tu pourras pas garder ce front là pendant toute la durée de l'expédition. Ouais, c'est clair. C'était quoi le sentiment quand vous êtes arrivé au bout de cette affaire-là? Il y avait une ligne d'arrivée, je veux dire, il y avait un point d'arrivée. C'était quoi le sentiment à ce moment-là? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Puis, je pense aussi en même temps, ça a été un peu ma porte d'entrée sur c'est quoi les possibilités qu'il peut y avoir après ça. Il y a comme tout un monde qui s'est révélé
par la suite, alors que moi je savais pas que ça existait des ultramarathons avant là, avant ce moment-là, mais après ça tu viens d'en faire plusieurs, puis tu viens de passer une semaine avec Ray Zahab. Fait que les histoires ils se sont enchaînées, puis tu te rends compte que finalement le petit cross-country à l'école, c'était pas grand-chose. C'est sûr que là, tu côtoies aussi une légende, puis encore là, le mot, tantôt je disais bienveillance, c'est galvaudé. Légende, des fois, est un peu galvaudé. Tout est légendaire. Ray, c'est une vraie légende. Oui, c'est une légende. Il y a des ultramarathons il y a 25 ans, à une époque où on parlait pas de ça, puis il a fait des grandes choses. Il a fait des choses comme aventurier avec des expéditions. Il a fait des affaires qui ont aucun sens. De le côtoyer pendant une semaine aussi, il doit avoir ça qui... C'est plus juste ce que t'es en train de vivre qui sème des graines. T'as aussi le d'autre qui te raconte des histoires. Puis Ray, c'est un excellent raconteur. On va lui donner. Fait puis, je veux dire, le champ des possibles, il doit être quelque chose à ce moment-là. Oui, vraiment. Puis même pendant la semaine ou même avant, je savais un peu c'était qui, mais j'avais pas vraiment fait de recherche exhaustive sur le personnage, tu sais. Puis finalement, avec les histoires, on s'est rendu compte, OK, c'est quelqu'un. Puis finalement, à la fin, je me souviens, on revient dans notre chambre d'hôtel, puis il nous présente son film sur Running the Sahara. Ouais. Puis là, on fait OK, mais c'est incroyable. Mais dans le fond, nous, on vient de faire une mini-version de ça. Puis c'est comme si à ce moment-là, je me suis rendu compte que n'importe quoi est possible. Ouais, c'est ça. Une fois que t'as fait ça, il va y avoir des défis plus grands et tout, mais t'as une base immense sur laquelle bâtir. Hein. Ouais. Puis après ça, les limites qu'on croit ou qu'on s'impose, quand tu viens de vivre une expérience comme ça, tu te rends compte que finalement, il y en a plus beaucoup. Non, c'est ça. Ouais. Ça a été quoi l'après? C'était quoi, une fois retour à la maison, là, t'as le champ des possibles qui est grand, mais faut choisir quelque chose dans tout ça. Ça a été quoi la prochaine étape? Le retour dans le monde de la compétition. Ouais. Ah oui? OK. Ouais. Parce que c'est ce que je connais depuis toujours. Donc, je me rends compte qu'il y a des ultramarathons, que c'est tout un monde, qu'il y en a qui sont disponibles ici au Québec. Puis là, je me rue vers les distances, d'augmenter les distances, puis de faire des compétitions organisées. Puis là, après ça, je me rends compte que, finalement, peut-être que, tu sais, les courtes distances me vont plus très bien parce que, c'est plus ce que c'était quand j'étais plus jeune, là. Mais les longues distances... Peut-être que je pourrais voir jusqu'où je peux aller, puis est-ce que je pourrais être compétitive là-dedans, puis finalement je vais me chercher un commanditaire rapidement, puis je retombe dans ce monde-là de performance, okay. sans être dans les tops, là, parce que rapidement je me suis rendu compte que laisse faire la performance entre elles, ça ne fera pas, mais comme tu dis, c'est la seule chose que tu avais connue, ta pratique du sport venait par ce côté compétitif-là. Fait que là, tu découvres un sport, tu découvres un champ des possibles, fait qu'on retombe dans le même pattern. Ouais, le même mindset. OK. Pendant à peu près 2 ans. OK. Fait que je reviens de cette expédition-là. Après ça, je fais une couple de courses à l'automne. Puis après ça, je repars l'année d'après. Je fais quelques compétitions au printemps. Je me casse le coude. OK. Entre elles. Mauvaise chute. Ouais, mauvaise chute. Puis finalement, après ça, je fais 3 longues courses d'affilée à l'automne. Je fais un 100 km dans le parc de la Gatineau, qui était une course pour lever des fonds pour Impossible to Possible. Après ça, je fais le 65 de Arcana, suivi du 55 de Bromont. Tout en dedans de comme 2 mois. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai détesté chacune de ces expériences-là parce que, j'étais pas assez entraînée, vu ma blessure. Puis après ça, j'ai essayé de trop compacter ces distances-là. Puis finalement, je me laisse l'hiver, puis à ce moment-là, je me dis, OK, essayons quelque chose de différent. C'est peut-être que les compétitions uniques là, de 55, 65, ça, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Puis je m'inscris au Mona to Mona, qui est une course qui a eu lieu seulement une édition. Okay. C'était à Hawaï. Mm-hmm. C'était une course par étapes.
Puis à ce moment-là, tu sais, ça a super bien été cette course-là. C'était vraiment le fun. C'était dans un endroit paradisiaque. Ah oui. C'était comment que c'était découpé? Je voyais que c'était 6 jours cette course-là, mais c'était quoi les distances? Ça variait entre la plus courte distance, la dernière journée, c'était un 10 km. Okay. Puis la plus longue, c'était un 80. OK, puis, un 80 à travers ça. Ouais. Puis c'était en autonomie. Tout ce que l'organisation fournissait, c'était la tente le soir, puis l'eau chaude. Donc, fait que tu pars le jour 1 avec ce que tu as besoin en bouffe pour 6 jours. Fait un peu style marathon des sables. Là. Exact. C'est même concept que le marathon des sables. C'est la course sœur de Grand to Grand. Ah ouais, OK. Oui. Par la même organisation. Même organisation. Okay. Mais eux, ils l'ont fait une fois à Hawaï, puis là, ils se concentrent sur Grand to Grand. C'était trop compliqué avec les droits d'accès. Ouais. On le sait, des courses par étapes, c'est un niveau de complexité x10. Là. Surtout quand, dans ce cas-ci, je pense que c'est linéaire, donc ton camp bouge. C'est ça. Comme le marathon des sables, comme la tranche Charlevoix qui Ricane a fait quelques éditions, puis qui posait des enjeux de logistique, là. OK. C'était quoi comme expérience? Parce que quand j'ai vu ça, je connaissais pas le nom. J'étais allé voir c'était quoi la course. Puis comme tu dis, ça a eu lieu 1 ou 2 fois, mais ça avait l'air complètement magnifique, là. Ouais, absolument magnifique. Ce à quoi j'étais pas prête, c'était la première édition, donc il y avait pas beaucoup d'informations. La première moitié de la semaine, c'était du côté très humide de l'île. Puis après ça, on traversait du côté sec. Puis c'était aussi beaucoup en altitude. On montait les 2 volcans, Mauna Lea puis Mauna Kea. Puis j'étais pas du tout prête à l'altitude. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allée vraiment un peu bon, ça sonne comme si j'étais pas du tout prête pour cette course-là, mais je vous dis, j'avais quand même fait un bon entraînement, j'étais juste pas prête aux éléments. Pris de court par l'altitude qui quand on l'a pas vécu, on sait pas, parce que c'est un peu une loterie ça aussi. Il y a des gens qui s'acclimatent de même, puis il y a des gens qui c'est très difficile, puis il y a aucune prédisposition qui peut expliquer comment tu vas réagir. Il y a des gens extrêmement en forme qui sont maganés par l'altitude, puis il y a des gens qui sont pas en forme qui le tolèrent très bien. Là. Ouais. Puis je me souviens la section de course où on était le plus exposé à l'altitude, c'est le 80 km. Puis sur le 80, je pense qu'il y a 40 km que j'ai passé à vomir. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est un beau mal d'altitude. Voilà, c'est vraiment le fun. On met ça dans le bagage, puis ça va servir plus tard, mais ça doit être pénible. Puis aussi c'était vraiment, je pense, ma vraie première introduction à vivre de l'adversité, dans le sens où on avait notre équipement, il fallait qu'on gère notre nourriture, puis notre équipement, puis il y avait une liste de matériel obligatoire, mais la partie humide qui m'a un peu surpris, c'est quand ils disent humide, c'est pas parce que c'est juste humide, là, c'est qu'il pleut. Ouais, c'est ça, OK. Tous les jours, toute la journée. C'était le forêt tropicale. C'est ça. OK. Puis la première nuit qu'on est dans la tente, mon côté de la tente, c'est une tente, on était 8 dedans, là. Mon côté de la tente était un peu en pente, puis je me ramasse, je me réveille le matin, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est un peu frais. Pourquoi mes pieds sont un peu mouillés? J'ai dû avoir chaud pendant la nuit, puis finalement, je me réveille, puis je me rends compte que je suis dans une flaque d'eau. Puis mon bas de sac de couchage est mouillé jusqu'à peu près mi-cuisse. Il séchera pas dans la journée. Là. Il séchera pas. Là. Puis là, moi, je capote un peu. Puis là, je vais voir l'organisation. Puis moi, dans ma tête, là, je suis comme, mais là, tu sais, puis je suis jeune, sans expérience, tu sais, puis je vais voir l'organisation. Puis je suis comme, oui, mais là, c'est pas ma faute si le sac de couchage est mouillé, tu sais, c'est votre tente qui a coulé. Fait que là, ben, va falloir faire quelque chose. Puis ils me regardent, ils sont comme, non, gère-toi. Fait que là, je fais comme, oh, OK, c'est la vraie aventure. Ouais. C'est là que ça commence. C'est une course organisée, mais t'es en mode expédition. Exactement. Puis il arrivera ce qui arrivera. Eux autres, c'est, on installe la tente, puis après ça, ben, choisis ton spot dans la tente. Wow. Fait que, c'est ça. C'est vraiment, j'essorais mon sac de couchage, puis après ça, la deuxième nuit, tout ce qu'on faisait pendant la journée, c'était un parcours de 30 km qui faisait juste monter. Fait qu'on montait juste en altitude, puis après ça, je savais que la nuit allait faire plus froid. Ah oui. Là, j'avais pas de sac de couchage fonctionnel. Finalement, ce que j'ai fait, ben pendant le jour, ça m'a comme mis un feu en dessous des fesses. Là. J'étais comme, y a plus rien qui peut m'arrêter. Grosse adrénaline. Puis j'ai super bien fait dans cette section-là, alors que je pense qu'il y a comme 20 personnes qui ont droppé à cause d'hypothermie. Ah ouais.
c'était comme un chemin de 4 roues, puis on avait de l'eau, moi j'avais de l'eau jusqu'aux hanches, là. My God. Fait que, tu sais, je mesure 6 pieds 1, là. Les gens étaient juste pas capables de gérer ça, puis je les comprends, là, puis on était 100 personnes au début de la course, là. Okay. Puis moi, dans ma tête, je me remémorais des étés en canot camping où j'avais un canot sur les épaules, puis je traversais des swamps, puis j'étais comme, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis c'était un peu ce bagage-là que j'étais allée rechercher, puis j'ai dit, OK, ben, go. Là, le soir, arrivé à la tente, j'étais complètement mouillée, trempée, gelée, puis j'ai pas de sac de couchage dans lequel me réfugier. Est-ce qu'il faisait froid, finalement? Ouais, il faisait froid. Il faisait proche de 0. Puis tu dors, là. Ouais. My God. Fait que là, finalement, ben, j'attache mon sac de couchage avec un élastique à cheveux, la partie mouillée, puis là, je garde la partie sèche pour mes jambes, puis je m'enveloppe dans ma couverture de survie avec mon petit manteau de duvet, puis j'essaie de dormir, puis j'ai pas vraiment dormi, mais c'est pas grave. Il restait combien de jours à ce moment-là? Ben, c'était la 2e nuit, fait que il restait 3 nuits. Ouais. Mais c'était vraiment la dernière nuit où mon sac de couchage avait pas de possibilité de sécher. Okay. Parce qu'après ça, on traversait du côté sec. Et là, grosse chaleur, super sec. J'ai laissé mon sac de couchage sorti pendant une demi-heure, puis il était sec. OK, on est passé d'un gros changement. Mais après ça, j'en avais plus besoin de mon sac de couchage. Mais c'est ça, parce qu'il devait faire chaud. OK. Ouais. Quand même, hein, mais ça mettait... T'as-tu senti que c'était une étape de plus après Atacama? Après le Impossible to Possible? Là, c'était un autre niveau d'inconfort, un autre niveau de... Ouais, parce que là, il fallait vraiment que je gère mon équipement seul. T'as pas un mentor qui a traversé des déserts et l'Arctique 60 fois pour te dire on va le gérer comme ça. Là, t'es comme laissé à toi-même. Est-ce que tu connaissais des gens ou t'étais... Non. Seul? Fait que c'est aussi c'est un enjeu. C'était le fun parce que j'étais dans une je suis parfaitement bilingue, mais j'étais dans une tente avec beaucoup de Français. Puis les Français, ça chiale. Puis j'adore les Français, là, mais oui. De manière générale, plus que ce que nous, comme Québécois, on est habitués. Mais je pense que c'est une qualité, un défaut. Absolument. On va leur donner, quand il y a quelque chose qu'ils ne fait pas, ils le disent. Oui. Des fois, les Québécois, je pense que c'est notre passé judéo-chrétien d'accumuler, là. Je vais pas faire de grande sociologie ici, mais il y a ça quand même. On accumule, on absorbe, puis on ferme notre gueule. Oui. Alors qu'eux autres, ils le disent quand ça va pas. Mais là, ça me faisait tellement du bien d'être avec eux parce que justement, ils extériorisaient tout ce que moi je vivais, puis ils se fâchaient pour moi, puis tu sais, j'étais comme, oh, mais là, mon Dieu, c'est donc bien le fun, tu sais. C'est parfait. Fait que t'avais besoin de ça à ce moment-là. Ouais, exactement. Fait qu'ils m'ont beaucoup aidé à passer à travers ces épreuves-là un peu plus difficiles. Puis tu sais, encore, même si c'est un sport individuel, puis c'est nos temps individuels qui comptent, pendant le jour, chacun fait sa course, mais le soir, on revient dans la tente avec les mêmes personnes, puis on se retrouve un peu là-dedans, puis on se raconte nos journées, puis Fait que t'as traversé cette ligne d'arrivée-là, t'as complété cette course par étape-là. Oui. Ça a-tu eu le même effet que le désert d'Atacama avec Impossible to Possible, le champ des possibles? Je veux dire, là, t'as passé à travers beaucoup d'adversité, on en ressort, on se rend au bout. Je suppose que le champ des possibles, il est encore plus grand, puis là, tu te dis, bon, c'est quoi la prochaine affaire? Ouais, j'avais quand même... Je me souviens pas avoir eu cette même réflexion-là. J'étais encore dans le, OK, bon, ben, il y a une prochaine course qui s'en vient, etc. Comme j'ai dit, j'étais avec un commanditaire à ce moment-là, puis c'était un commanditaire qui était nouveau dans le monde de la trail, nouveau dans le monde des ultramarathons aussi, puis le contrat que j'avais signé me demandait 5 courses par année. Oh, quand même. Puis, bon, pendant l'hiver, j'avais fait un 6 mois à Coudjouac pour aller travailler là-bas. Pendant l'été, je faisais 2 mois à travailler dans l'Ouest comme guide d'aventure. Fait que, tu sais, mes possibilités de rentrer 5 courses étaient quand même limitées, puis je leur demandais, ben, je peux-tu faire juste comme le 10 km de la course de quartier? Puis ils étaient comme, ben non, tu sais, t'es notre représentante pour les ultramarathons, fait qu'on aimerait vraiment ça que ce soit des longues distances. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, je viens de faire en soi presque 5 ultra, tu sais. Là, mais non, ça contrat comptait t'es rempli juste en pour... une semaine, là. Ouais, tu sais, comme là, ça comptait juste pour une course. Il voulait 5 événements. Il voulait 5 événements. Puis là, j'ai brisé mon contrat après la course.
J'ai dit là, moi je peux plus. Ouais. Je suis vraiment désolée, là, comme je peux vous redonner vos souliers, là, j'en ai pas de besoin de vos souliers, tu sais, pas au détriment de ma santé. Ben non, c'est ça. Fait que après ça, j'ai dit OK là, il y a peut-être quelque chose à faire pour les sensibiliser et tout, mais ouais, à ce moment-là, après ça, je suis juste la vie a continué puis je me suis vraiment retirée de toute la compétition. Okay. Tout le monde ça a été là que ça a commencé à fader out puis qu'on est venu dans le mode qui est aujourd'hui qui est on explore mais on n'est pas en mode compétitif. Exact. OK, ça fait du bien là dans ce mode-là? Oui. Ouais. Oui, parce que je pense que il y a beaucoup de pression qu'on peut se mettre avec des courses puis trop facilement je retombais dans l'ancien mode de compétition, performance, anxiété de performance, puis c'est pas un monde qui m'intéresse maintenant. Avant qu'on entre dans ton année 2024, parce qu'il y a 2 gros jalons qui ont été nominés à la Racine d'Or, puis c'est comme ça qui était le point de départ de notre discussion pour t'inviter ici. C'est 2 aventures que j'ai vraiment envie qu'on discute. Je voyais que 10 ans après avoir fait Impossible to Possible au désert de l'Atacama, t'es retourné comme guide, si je me trompe pas, avec Capic 1. Ouais. Ça a été quoi de retourner là où un peu tout a commencé, du moins ce côté très endurance, course, multijour, avec le bagage d'expérience qui avait grossi à travers les années. C'était comment de se retrouver là? Ouais, puis c'était 10 ans presque jour pour jour. Ah ouais, à ce point-là. C'était vraiment spécial. Puis c'était une belle occasion de un peu prendre le temps de regarder, OK, c'est quoi mon parcours? Puis qu'est-ce que je veux faire maintenant? Puis de guider, c'est un peu la façon que je peux redonner, que je peux initier des gens au monde de la course, mais sans le faire dans un monde de compétition, parce qu'il y a pas juste ça. Puis de partager ce goût-là pour l'aventure, vraiment. Ouais. T'avais vécu quelque chose 10 ans plus tôt à recevoir peut-être cette inspiration-là, cette expérience-là. Là. T'en as fait d'autres, là, parce que je pense que 10 ans plus tard, il y a ce côté-là marquant d'une décennie plus tard, mais de changer un peu le rôle puis d'y retourner puis de passer ça devait être trippant quand même. Oui, c'est vraiment. Est-ce que Ray était là aussi 10 ans plus tard? Oui. Ouais, même expédition, là, même guide. C'était surtout spécial, je pense, de voir à quel point en 2014, c'était mon mentor et mon idole. Puis comment c'est un peu devenu un bon ami, un frère, encore un mentor, mais aussi un collègue, puis quelqu'un qui m'a donné assez de confiance en moi-même pour être capable de dire, ben je suis capable de me tenir à côté de lui, puis de l'aider un groupe au même titre que lui, puis comme collègue ensemble. Ouais. Mais Ray a cette capacité-là, je pense, on l'a vu accompagner des athlètes, puis pour les nommer, je pense que c'est connu publiquement, mais des Elliot Cardin, des Anne Champagne, des gens qui ont un potentiel immense, qui ont vécu peut-être des coups durs. Tu sais, je veux dire, la vie est un relief comme une topographie de course, puis il y a des hauts et des bas, puis je pense que c'est des athlètes qui ont eu des gros hauts et des gros bas, puis on les a vus, ces athlètes-là, côtoyer Ray à des moments charnières, je pense, puis Ray, je pense qu'il a un chapeau de coach dans le sens premier du terme, c'est-à-dire programme d'entraînement, préparation. Il y a un côté coaching mental. Tu sais, Ray a jamais été mon coach, mais Ray, on s'appelle souvent, puis tu sais, je veux dire, tu ressors d'une demi-heure de jasette avec lui, puis t'as l'impression d'avoir eu un cours en accéléré sur quelque chose. Ouais. Quelqu'un qui partage beaucoup. C'est peut-être difficile comme question, là, avant qu'on prenne la pause, mais c'est quoi c'est quoi l'impact le plus fort que Ray a eu sur toi? C'est quoi l'apprentissage, la chose qui t'a transmis qui est le plus fort, qui fait que t'es toi aujourd'hui? C'est de me donner la capacité d'avoir confiance en moi. OK. Ouais. C'est vraiment lui qui m'a transmis ça. Même si j'ai eu dans le passé des beaux résultats compétitifs, j'ai fait des expéditions, c'était le fun, tout ça, mais tout le temps un peu avec pas un syndrome d'imposteur, mais quelque chose qui s'apparente à ça, là. Tout le temps avec un peu un manque de confiance en moi. Tout le temps pas sûr, je doute beaucoup, puis Ray était la personne qui m'a dit t'as pas de raison de douter, là. T'es capable, puis
tu peux te rendre super loin dans n'importe quel domaine que tu veux. Fait que, ouais. Est-ce qu'il t'a accompagné d'une quelconque façon dans tes projets solo des dernières années? Oui, ben du côté mental. Ouais. Je suis pas de plan d'entraînement pour 1 million de raisons. Après des années d'en avoir suivi, je suppose, d'une manière très rigoureuse. Oui, depuis la 3e année du primaire. C'est ça. Mais plus de chemin de 500 mètres le matin. Non, c'est ça. Autant que maintenant, ça me tente plus d'avoir de plan d'entraînement, mais je pense que j'ai aussi assez d'expérience pour être capable de m'écouter, d'aller au feeling, puis de faire ce que j'ai le goût de faire. Tu sais ce que tu as besoin de faire pour arriver au jour J, que ce soit une expédition, une course, un défi. Ouais. Il y a ça qui est beau, je pense, avec l'expérience. On n'est jamais prêt à 100%. Là. Je pense que tu parles à n'importe qui fait ce sport-là de peu importe la façon. Il y a jamais personne, je pense, qui arrive avec 100% de confiance. Puis je voyais qu'il y a un Québécois, Simon Guérard, qui est rendu à 53 100 000 en 5 ans. Il enchaîne ça. Puis je me mettais dans sa peau, je me dis, c'est sûr que encore aujourd'hui, ce point sur une ligne de départ, puis il y a une fébrilité de qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est ça, ce sport-là, c'est tu peux être prêt au maximum, tu peux avoir l'expérience que tu veux. Il y a une part d'inconnu, il y a une part de choses que tu contrôles pas, puis tu sais jamais quand ça va te frapper, mais quand ça fait longtemps que tu fais ça, quand tu as vécu des expériences diverses, quand tu as dormi des nuits dans un sleeping bag mouillé, je pense qu'il y a comme une carapace qui se forme aux intempéries, aux embûches, puis t'as beaucoup plus d'outils dans ton coffre à outils. Ça veut pas dire que ça va être un parcours sans faille, mais t'as beaucoup d'outils. Fait que peu importe ce qui va se passer, t'es capable de te démerder un peu, puis c'est ça la beauté d'arriver comme toi après plus de 10 ans d'expédition. Quand tu te lances sur quelque chose, je suppose qu'il y a 1 million d'inconnus puis 1 million d'éléments stresseurs, mais ton coffre à outils, il est plein maudit, là. Ouais, exact. Puis je pense que je suis tout le temps undertrained. OK. C'est peut-être un peu faudrait analyser psychologiquement la raison derrière ça. J'ai des hypothèses, mais toutes ces années-là d'entraînement m'ont aussi permis d'en apprendre plus sur moi-même, puis de me rendre compte que de suivre un plan d'entraînement, c'est plus pour moi, c'est plus ça que j'ai le goût de faire. Puis je suis capable de passer 3 semaines à rien faire. Puis c'est juste le mood dans lequel je suis, ça me tente pas, je vais pas sortir, puis je suis pas de ces personnes qui, quand ils bougent pas, sont pas du monde, là. Comme je vis très bien avec moi-même quand je sors pas courir. C'est peut-être un peu une faille au système où si j'allais pas bien, ça m'encouragerait à sortir. Mais je me suis rendu compte au cours des années que j'ai comme des cycles, puis des phases, puis pendant longtemps, là, je m'acharnais ou plus je me tapais sur la tête en me disant comme t'es donc ben poche, pourquoi tu sors pas, pourquoi t'as pas le goût de sortir, puis tu t'iras pas nulle part, puis tu vas arrêter, puis tu feras plus rien de ta vie, puis tu sais, j'étais très bonne pour me dire des choses méchantes jusqu'à un point où je me suis rendu compte, mais c'est juste des phases, puis je sais qu'à un moment donné, je vais remettre mes souliers, je vais ressortir dehors, je vais repartir à courir, puis j'arrêterai pas pendant 1 an. Tu sais, ou comme, tu sais, j'arrêterai pas pendant 3 semaines, puis après ça, je vais refaire un autre 4 jours où je ferai rien, puis après ça, je vais refaire un entraînement qui fait plus du sens avec une genre de structure que je me suis donnée dans ma tête, où je vais faire 6 entraînements par semaine, puis je vais me garder une journée off, puis je vais faire ça pendant 2 mois, puis après ça, je vais repartir. Puis c'est vraiment comme des cycles, puis j'ai appris à dire c'est correct, puis à l'accepter, puis à savoir que ma passion pour le sport, elle est encore là, puis elle va toujours être là, puis à me laisser cette chance-là de juste m'écouter. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça l'expérience de savoir que quand t'es dans ce creux de vague-là, ben ça va revenir. Ouais. Fait qu'au lieu de culpabiliser puis d'essayer de le forcer, là, ce retour-là, là, tu le sais qu'avec le temps, t'as ces phases-là, puis ça revient naturellement, puis quand ça revient, ça repart. Ouais. Fait que pourquoi se sentir mal puis forcer les choses quand c'est naturel, c'est comme ça que t'es, fait que why not, tu sais. Ouais. Faut apprendre ça a pris beaucoup d'années avant d'arriver à le savoir, puis à l'accepter. Mais là, je suis comme dans cette mentalité-là, je pense. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui écoutent aussi de se dire c'est jamais linéaire, c'est jamais parfait de motivation à 95% tout le temps. Il y a des phases que t'es comme
t'as le goût de t'inscrire à tout, puis t'as le goût de, tu t'en manges, Ouais. puis il y a des phases, il y a des creux, mais c'est correct, puis c'est naturel. Je pense que le contraire serait weird de dire, tu peux pas être un long fleuve tranquille avec la motivation toujours au même niveau. C'est la vie, les fluctuations, puis il y a des éléments externes, fait que Mais c'est des normal. fois, hein. avec les réseaux sociaux puis les Strava de ce monde, on regarde les gens puis on se dit, mon Dieu, eux autres, ils sont capables de tenir un entraînement hyper structuré puis il y a pas de problème puis ça va bien puis j'aimerais tellement être comme eux puis pourquoi moi je suis pas de même? Puis finalement, ben, de se rendre compte qu'il y en a de toutes les sortes puis faut juste apprendre la formule qui fonctionne le mieux pour soi. Là. Ben oui, exact. Puis c'est les médias sociaux, il y a du positif à ça. Ouais. Il y a du négatif, il y a des gens qui vont donner une impression que ils ont toujours la motivation dans le piton, mais il y a ces creux-là, puis après ça, chacun en fait ce qu'il veut, mais faut apprendre aussi à avoir une carapace vis-à-vis ce qu'on côtoie, ce qu'on consomme comme contenu, là. Ouais, exact. Mais on est dans ce monde-là en ce moment, puis ça a le son positif, puis ça a le son négatif, là. Ouais, puis des fois c'est le fun aussi de regarder ce monde-là puis d'aller chercher la motivation chez eux puis de dire wow, ils en ont bien fait une belle sortie de ski aujourd'hui, moi aussi j'ai le goût d'aller mettre mes skis puis de sortir, tu sais. Ouais. Faut être capable d'aller chercher le positif dans ça aussi. Exact. Valérie, on va prendre une petite pause pour un message d'un partenaire puis on se retrouve de l'autre côté pour parler de tes défis de 2024. Oui. L'échappée de l'île aux Coudres est de retour en 2025 avec son combo route et trail qui fait sa signature depuis quelques années. Tu peux faire un in-and-out pour ta course, mais tu peux aussi en profiter pour toute la fin de semaine, tant qu'à être là. Le vendredi soir, c'est yoga au coucher de soleil, question de commencer le week-end en toute zénitude. Le samedi, tu as 3 options de course sur route, un 5, un 10 et un 23 km qui fait le tour de l'île. Le dimanche, sors tes espadrilles de trail parce que ça se passe dans les sentiers avec des épreuves de 7, 12 et 21 km. Puis si tu files pour un week-end choc, ben il y a même la grande échappée, un cumulatif du 23 km du samedi et du 21 du dimanche. Ambiance familiale et festive, paysage à couper le souffle entre mer et montagne, puis surtout, la garantie que ça va être sa grosse coche parce que c'est Événement Arikana qui organise ça. C'est du 13 au 15 juin, puis il reste encore des dossards pour toutes les distances. Rendez-vous sur le échappéiac.com. Valérie, on arrive à 2024, là où t'as fait 2 défis assez extrêmes en solo, en autonomie, mais avant de parler du tour du réservoir Manicouagan, qu'est-ce qui a mené à ça? Comment on décide, comme coureuse, comme skieuse de fond, comme ancienne athlète de compétition, devenue guide d'aventure, de dire, bon, ben, l'œil du Québec, let's go, allons faire le tour de ça en solo, en hiver, à une période où c'est très hostile comme coin. Ouais, en fait, on va reparler de Ray. Ah, parce parfait. que c'est tout part de lui. Mais en 2014, j'ai fait Impossible to Possible avec lui. Après ça, quelques années plus tard, justement, j'ai parlé que j'avais fait quelques contrats comme guide d'aventure dans l'Ouest canadien. Puis c'est à ce moment-là que Ray m'a dit, ça c'est vraiment cool. Moi, je vais partir ma compagnie d'expédition. Puis je te veux comme guide d'aventure dans ma compagnie. Puis tu sais, Ray, il parle beaucoup, mais puis à ce moment-là, je le connaissais bien, mais peut-être pas autant que je le connais maintenant. Puis moi, dans ma tête, quand il m'a dit ça, c'est OK, tu sais, c'est des belles paroles, c'est cool, mais ça arrivera pas, tu sais. Puis en 2019 en fait, là, parce que c'était juste avant une expédition en 2020. Il m'appelle puis il me dit j'ai parti en compagnie de voyage d'aventure, ça s'appelle Capic 1. On s'en va en Sibérie au mois de février 2020. Puis j'ai besoin de toi. Fait que j'ai OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse une section du lac Baïkal en plein hiver, à la course, avec nos traîneaux. On dort en tente, puis on va guider ces 5 clients. Fait que moi, je dis OK. On y va. Allons-y. On l'a pas dit, je pense. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que on parle de moi, la première question qui me vient en tête, c'est Ray t'appelle, on part en Sibérie la semaine prochaine, faut prendre des vacances. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis contrôleur aérien. Qui est quand même connu comme étant une des jobs les plus stressantes au monde, non? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Beaucoup de résolution de problèmes. Ouais.
beaucoup, comme tu l'as dit, là, tu sais, t'as ton coffre à outils, puis tu vas piger dedans, puis tu la résolution de problème s'arrête pas aux expéditions. Non, c'est quotidien, ça. Exact. Mais c'est vraiment pas un métier qui est relié à la course à l'aventure ou quoi que ce soit, mais c'est un métier qui me permet d'être engagé mentalement, stimulé tous les jours. Puis je vois beaucoup de parallèles dans le sport puis dans l'emploi que je fais. Pardon, la parenthèse, je te coupe dans ton flow du lac Baïkal, mais j'ai non, c'est la question qui m'est venue. Ouais. Puis après, je peux pas prendre des vacances quand je veux, mais j'ai quand même une certaine flexibilité avec l'aide de mes collègues que je remercie énormément. On les salue. Pour changer des shifts puis être capable de réarranger mon horaire un peu dernière minute. Puis après ça, je dis à Ray, tu peux me demander les dernières minutes, mais peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas, tu sais. Mais à ce moment-là, ça avait fonctionné. Fait qu'on est parti Lac Baïkal, puis là, à ce moment-là, j'étais vraiment comme guide apprenti. C'était Ray qui était en charge de la navigation, décider le campement, beaucoup d'intergents, fait que lui il gère les clients, tout ça, puis moi j'étais un peu le gopher, fait que tout ce qui a besoin d'être fait autour du campement, c'est moi qui s'en occupe. Je fermais la marche en arrière, puis je m'occupais. Vous êtes deux guides, Rick qui est en avant. On était trois même. 3 guides, OK. À ce moment-là. Pour 5 clients. Ouais, c'est ça. C'est des expéditions qui sont très bien encadrées. Ouais, c'est ça. Ouais, le grand luxe. Bon, mais en même temps, quand tu vas traverser le lac Baïkal en Sibérie, tu veux un certain niveau d'expertise autour de toi, je suppose. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment mon introduction à des vraies longues expéditions. Ouais. En hiver. Mm-hmm. Après ça, mon Dieu, je suis pas bonne avec les dates, mais c'est 2023. 2023, Ray m'appelle puis il me dit je m'en vais faire une expédition. Puis c'était pas une expédition guidée, là, c'était pas avec des clients, c'était vraiment une expédition personnelle. Il dit je vais traverser une section de l'île de Baffin au Nunavut, puis j'aimerais ça que tu viennes. OK, Ray. Let's go. Moi, je suis toujours partante. Ah oui. Quand Ray sonne, moi, je réponds. Puis là, c'était une autre coche de plus. Ah ouais? Là, je me suis sentie proche de la mort plusieurs fois. Tout le temps, tu te rends compte que si tu te laisses aller, ce sera pas long. Ah ouais? Ouais. Dans un environnement avec des ours polaires. Mm-hmm. Tu sais, toute la journée, à un moment donné, on skiait puis on suivait les traces d'un ours polaire. Tu sais, parce qu'on se disait, lui, il sait c'est où le chemin, le plus direct, le plus facile pour traverser la vallée, puis il est bon pour discerner la meilleure neige, la plus compacte. C'est le moindre effort. L'ours polaire va le suivre, fait que nous, on va le suivre. Tu suis les traces du prédateur que tu veux pas croiser. Ouais, c'est ça. Mais on se dit, regarde, il est assez à l'avance, là, on le verra pas. Finalement, on n'en a pas vu. Ah ouais, pas du tout? Non, pas du tout. Wow, parce que je pense que c'est comme un coin ou un secteur où ça arrive. Oui, absolument. Tu portes un arme quand tu fais ce genre d'expédition-là, j'espère, ouais. Puis autant qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça voir un ours polaire une fois dans ma vie, mais autant non. Je suis correct. Mm-hmm. Si j'en vois pas. Ils sont beaux dans les documentaires. Exactement. Exactement. Ça, je pense qu'une de mes plus grandes peurs dans la vie, là, c'est les ours polaires. Ouais. Et puis c'est fou de penser que, tu sais, je pense à ça comme une de mes grandes peurs, hein. Mais quand t'es allé jouer dans leur territoire. Ouais, c'est ça. C'est quoi je sais pas si c'était la réponse, mais la densité, c'est quoi les chances d'en voir? Parce que c'est Caroline Côté qui était allée faire une expédition dans le Salzbar, Mm-hmm. Probablement que je Svalbard, Svalbard, c'est ça. Qui est une terre connue pour la quantité d'ours polaires par kilomètre carré. Dans ce cas-ci, pardon, l'Arctique canadien, l'île de Baffin, les chances sont-tu élevées? Ouais, ils sont quand même élevés. OK. Ouais. Vous avez quand même été chanceux de pas en voir. Ouais, quand on arrive au village, le premier soir, tu sais, on s'en va directement à l'hôtel. Le lendemain matin, on rencontre du monde du village, tout ça, puis ils sont comme, tu sais, by the way, tu vois l'iceberg qui est là, parce qu'il est comme pogné dans la glace, mais c'est quand même une belle forme vraiment impressionnante que on voulait tout prendre en photo, puis tu sais, si jamais ça vous tentait d'aller
skier à l'iceberg, faites-le pas parce que c'est sûr qu'il y a un ours polaire en arrière. Il se promène tout le temps là, il est tout le temps dans ce coin-là. Puis, tu sais, c'est comme une réalité avec laquelle eux, ils dealent constamment. Fait que la densité de population par kilomètre carré, je connais pas la réponse. Il y a des chances d'en voir. Mais oui. OK. Ouais. Je comprends. Fait que c'est ça. Faites cette expédition-là avec Ray, puis avec un autre ami, Kevin. Puis je me suis un peu rendu compte que j'avais des lacunes au niveau de mes capacités à faire des choses ou à contribuer à l'équipe dans cet environnement-là. Que ce soit, tu sais, je pense que ma plus grande lacune, c'est probablement au niveau du réchaud. De gérer un réchaud de camping au propane, ça va, là. Mais là, c'est une autre game quand t'es dans des températures de moins 60, puis qu'il faut que tu gères le réchaud avec du gaz liquide, que tu pars le réchaud dans la tente, parce que il partira jamais dehors, puis tu vas geler. Fait que tu sais, tout ce qu'on dit de pas faire là, dans le sud du Québec, là ça prend le bord, puis là-bas, c'est la seule manière. Puis beaucoup de manque de confiance. Donc quand je suis revenue de cette expédition-là, j'ai dit OK, avant de repartir sur n'importe quel autre projet, il faut absolument que je prenne confiance dans toutes les sphères, tous les niveaux, les catégories qui sont nécessaires à une expédition l'hiver. Ouais. De type polaire. Puis pour moi, la meilleure façon d'aller chercher de la confiance, c'est en augmentant mes connaissances puis mon expérience. Fait que je me suis dit, ben, quelle meilleure façon de faire ça que de partir toute seule, où j'aurais pas le choix, où j'aurais personne sur qui me reposer ou, tu sais, dire, ah, ben là, j'y arrive pas, toi fais-le. Personne derrière qui me cachait. Je suis toute seule, j'ai pas le choix. Un peu me jeter dans le néant, c'était ma façon d'aller chercher cette expérience-là. Donc, c'était ça qui a mené au choix du tour du réservoir Manicouagan. Exactement. Qui a eu beaucoup de visibilité récemment parce que tout ce que Mathieu Blanchard fait attire nécessairement une attention médiatique. Puis il a fait ce tour-là, je pense qu'il y a 2 hivers. Oui. C'est connu comme étant un endroit très reculé, assez hostile. Je pense qu'il n'y a pas d'ours polaire, c'est la bonne nouvelle. Non, c'est ça. Mais ça demeure très hostile. Oui. C'est un tour d'un lac gelé autour de... C'est particulier, là. Je veux dire, ceux qui savent pas de quoi on parle, taper l'œil du Québec ou réservoir Manicouagan sur Google, c'est assez unique comme endroit. Comment s'est arrêté ton choix sur ce tour-là? Ben, j'avais entendu parler du réservoir Manicouagan comme une place où beaucoup d'aventuriers vont s'entraîner. Okay. C'est exactement le genre d'expédition que je voulais faire, dans le sens où c'est comme une préparation à quelque chose de plus gros, quoi, je sais pas encore, là. Mais c'est utilisé, là, tu sais, puis c'est bien connu dans le milieu des aventuriers pis tout ça. C'est pas une première d'y aller ou quoi que ce soit, mais il y a aussi justement comment dire, la géographie très prononcée puis particulière quand tu regardes sur la carte. Ça a quelque chose d'attirant, puis tu te dis ben de faire le tour, et il y a quelque chose qui parle dans ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui attire les gens comme nous qui font des courses, tu sais, quand on parle de parcours linéaire, en tout cas, il y a quelque chose qui bouille, tu sais, visuellement de tracer une ligne qui est belle. Il y a un terme anglais, il faudrait que je trouve l'équivalent en français, mais esthétique, là, tu sais. C'est esthétique. Ouais, tu sais, tu regardes le 125 km d'Arikana. Ouais. Visuellement, il est beau. Une raison pourquoi l'arrivée de vendre la carte, la map, c'est un point A, un point B, puis visuellement, c'est beau, tu vois ce que tu traverses. Quand tu pars de Baie-Saint-Paul puis tu finis au Mont-Saint-Anne, tu traces une ligne au QMT qui est intéressante. Là, dans ce cas-ci, je veux dire, c'est la plus belle affaire, là. Je veux dire, c'est quoi que tu regardes la carte du Québec, il y a 2 choses que tu vois. Tu vois le lac Saint-Jean,
Ouais. Qui est le petit spot que tu te dis, hey, c'est petit, mais c'est gros, parce que quand t'es d'un bord, tu vois pas de l'autre bord. À 5 ans, ça me fascinait, cette affaire-là. Puis tu vois l'œil du Québec, cette météorite-là, ou en tout cas, ce phénomène géographique-là qui s'est passé avec un barrage qui est venu inonder. Bref, visuellement, c'est magnifique, c'est esthétique. Oui, puis juste le fait qu'on peut voir ça d'une station spatiale, puis qu'il y ait des images de la NASA qui reprennent ce phénomène géographique-là, ben, il y a quelque chose d'attirant. Puis ta trace, c'est carrément la trace que tu vois. Je voyais, quand je suis retourné sur le Wikipédia du réservoir, ils disent que c'est, je sais pas si c'est le seul, mais que la particularité est que l'île sur le lac est plus grosse que le lac. Oui. Dans le sens où, je veux dire, ça a l'air d'une rivière qui tourne en rond, mais au final, c'est une île sur un lac. Ouais. C'est malade. Visuellement, c'est exceptionnel. Puis il y a un encadrement, je comprends, tu sais, tu pars dans le secteur des Monts-Grou, il y a une station qui est là. C'est pas l'endroit le plus touristique, on s'entend, mais t'as un certain support. Ouais. Puis un peu la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller faire ça là, c'était pour la facilité de la logistique. Mm-hmm. Parce que je trouvais que je m'en mettais beaucoup sur les épaules de dire, OK, ben là, je vais aller faire ma première grosse expédition hivernale solo. Ça me tente pas d'aller sur l'île de Baffin faire ça en premier, toute seule. Avec les ours. Avec les ours. Donne-moi des loups, c'est correct. Mais là, côté logistique, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Donc, premièrement, ben tu peux te rendre en auto. Déjà ça, tu sais, la logistique de comment tu transportes du fuel en avion, hein, qu'est-ce que tu peux faire, qu'il faut que tu l'achètes là-bas, c'est compliqué, puis ça prend de l'expérience, puis je trouvais que ma seule expérience avec Ray, c'était pas assez. Ouais. Donc, je peux me rendre en auto, il y a une station d'hébergement qui est là, sur le bord, qui sont prêts à m'accueillir. Puis après ça, ben la logistique de secours est quand même vraiment facile. T'as une balise puis c'est ça. Tu sais, avec ton InReach, moi j'avais établi un contact sur place que si jamais il y avait quelque chose, je communiquais avec lui directement, puis il venait me chercher en motoneige. Tu sais, le tour du réservoir en tant que tel, c'est 200 km, puis c'est pas un 200 km en région montagneuse. Tu sais, fait 200 km, si tu y penses, ben le point le plus loin, t'es à 100 km de la station. 100 km en motoneige, ça se fait, là. Ouais. C'est pas une question de viens me chercher en hélico avec la garde routière. Fait que tu te lances en solo, en autonomie. Exact. Tu te mets dans la marde, pour le dire, pour apprendre, pour te former aussi, pour compléter les compétences sur lesquelles tu veux travailler, mais t'as pas le spectre de pouvoir mourir. Exact. Versus l'île de Baffin où t'étais à quelques heures de... Ouais, j'ai jamais senti que ma vie était en danger. Voilà. C'est quand même, c'est le fun d'avoir ça comme élément que tu contrôles à travers tout ça que tu contrôles pas, là. Exactement. Okay. C'est ce que j'essaie de répéter à mes parents aussi, mais des fois, ça passe moins bien. Mais, non, c'est votre faute. On est allé faire le tour du Mont-Blanc quand on était jeune, là. Vous avez semé une graine. C'est votre problème. Exact. Comment ça s'est passé? Ce serait un grand mensonge de dire super bien, il n'y a pas eu de problème, tout a bien été. Mais somme toute, quand même bien. Ouais. J'avais en tête de le faire le plus rapidement possible que moi je pouvais, mais avec toujours le but de faire comme si j'étais en expédition polaire. En vraie expédition, là, en Arctique ou subarctique ou, donc, l'équipement que je traînais, c'était probablement overkill pour le réservoir Manicouagan, mais, je voulais l'essayer dans les mêmes conditions, là, avec un traîneau plus lourd, etc. Mm-hmm. Il y avait une démarche derrière ça. Oui, exact. Le but premier, c'était pas juste de le faire le plus rapidement possible. C'était de me pousser le plus possible. Donc, j'avais planifié un 7 jours. Finalement, je l'ai fait en 6. Mais j'ai travaillé fort pour le rentrer en 6. Les premiers 20 km, j'étais comme, oh mon Dieu, d'après moi, je suis capable de le faire en 4 jours. Ah ouais. Ça a super bien été, là, tu sais, je volais. Puis après ça, j'étais partie de la station Wapishka. Je suis partie en direction nord. J'ai rejoint le bord de l'île. Parce qu'après aussi, moi, mon but, c'était
de faire le moins de kilomètres possible. Oui. Fait que... Tu prends le virage de l'intérieur. Oui, c'est ça. J'ai longé la rive, là. C'est la largeur de ce réservoir-là, de la rivière, ça ressemble à quoi? Je pense, c'est l'équivalent du fleuve à Québec ou... Ça varie, là. Okay. Mais, ouais, à peu près comme le fleuve. OK, quand même. Ça te prend du temps un peu donc, tu le traverses perpendiculaire à l'île, c'est une bonne ride quand même, là. Oui. OK, c'est pas une rivière. Non, c'est quand même loin, là, de l'autre bord. C'est pas la Jacques-Cartier. Non. Puis, tu sais, il y a des fois où j'étais vraiment à côté sur l'île, puis je voyais pas de l'autre côté, là. OK. C'est un environnement qui est quand même boisé, puis tout ça, là, mais... ouais, je voyais pas nécessairement super bien la rive de l'autre bord. Puis, donc, j'arrive le plus au nord, je commence à virer le coin, direction ouest, et là, la composition là, de la neige sur le réservoir change drastiquement. Ça devient de la neige beaucoup plus profonde, puis ce qui fait en sorte que j'avance beaucoup moins vite. Puis, à un moment donné, je rencontre ma première ligne de slush, chose que y a pas dans le Grand Nord, ni sur le lac Baïkal. Puis phénomène que je comprends pas encore tout à fait comment ça se forme. J'ai des hypothèses du monde qui m'ont dit que dans le fond, c'était en 2024, on se souvient, là, on a eu un hiver un peu plus doux et un peu plus difficile là, au niveau du gel des lacs un peu tardif. Puis justement, moi, j'étais en communication avec la station Opishka, puis jusqu'à 3 jours avant, le lac est-tu gelé? Puis finalement, elle me dit « Oui, c'est bon, le lac est gelé, il y a 2 pieds de glace, tout va bien. » OK, parfait, ça part. Mais ce qui est arrivé, c'est que la glace s'est formée, il y a eu de la neige qui est tombée, le poids de la neige a fait caler la glace, il y a de l'eau qui est rentrée par-dessus, puis là, il y avait une couche d'eau entre la glace en dessous, puis la neige sur le dessus. Ça te ralentit, mais ça colle-tu au ski? Ça... Ouais, c'est ça, tu traînes des sabots en dessous, là. Ouais, j'ai juste le mot en anglais, mais c'est un ordeal, c'est complexe, passer à travers de la slush. Ben oui. Dans le fond... Première fois que je passe à travers, je dis OK, je sors le plus vite possible. Puis là, t'as l'impression que t'es comme dans un sable mouvement. Là. Fait que là, t'essayes de sortir, mais t'avances pas. Puis tu sais pas quand est-ce que... Ouais, t'as un traîneau en arrière. Tu sais pas quand est-ce que la zone de slush va arrêter. Est-ce que je suis mieux de retourner sur mes pas? Est-ce que je suis mieux de continuer puis d'avancer parce que le mal est fait? Cette première fois-là, je décide de continuer. Finalement, j'arrive sur la terre ferme. Puis... je suis comme, OK, je m'en suis sortie. Et là, le traîneau en arrière boque dans la slush. Fait que là, lui, il avance plus. Ah oui. Il n'y a plus rien à faire. Moi, je pense que j'étais assez forte pour tirer. Puis juste, tu sais, ma détermination va le faire avancer. Puis finalement, pas du tout, là. Je suis accroupie, puis j'essaie de tout mon corps de le faire avancer, puis il bouge pas. Je tombe sur mes genoux. Finalement, je me rends à l'évidence que OK, ça marchera pas. Je déclipe mes skis. J'essaye de tirer encore parce que mon système de harnais, c'est un sac à dos, dans le fond. Fait que ça permet de tirer avec tout le corps, puis pas juste avec les hanches. Fait que j'enlève mes skis, puis là, je plante mes 2 pieds solidement dans la neige. J'essaye de tirer. Ça bouge pas. Fait que là, je me rends à l'évidence, OK, mais j'ai pas le choix. J'enlève mon sac à dos, puis là, je rebrousse chemin, les 2 pieds dans le slush, les 2 pieds bien mouillés maintenant, puis là, j'ouvre mon traîneau, je lance des sacs sur la partie ferme là, de la neige pour l'alléger un peu, puis finalement, je suis capable de le sortir. Et là, je constate les dommages. De un, j'ai les pieds complètement mouillés. En dessous de mon traîneau, c'est une épaisse couche de glace qui s'est formée et qui n'avance plus du tout. Il n'y a plus aucune glisse. Même chose sur mes skis. Puis mes fixations sont complètement prisonnières de la glace. Il n'y a plus rien à faire. Je peux plus remettre mes bottes dans mes skis. Fait que résolution de problème embarque. Je prends mes bâtons, je tape sur le traîneau, je réussis à enlever de la neige en dessous, je réussis à enlever la glace sur le dessous de mes skis. Je sors mon petit couteau de poche, je gratte la glace autour de mes fixations. C'est beau, tout va bien, on repart, 200 mètres plus loin, slush.
Fait que tu sais, tout ça, là, cette déglaçage, opération déglaçage, comme je l'appelais, là, ça dure une demi-heure. Oh my God. Fait que là, tu sais, 200 mètres plus loin, je retombe dans la slush. Là, finalement, je suis comme, OK, est-ce que je rebrousse chemin? Tu sais, ça va être ça tout le long? Ça va être ça tout le long? Puis l'affaire aussi, quand tu fais des aventures solo, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que t'as personne avec qui valider qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on vit? Ouais. Est-ce que tout le monde a rencontré ces situations-là sur un lac au Québec? Est-ce que c'est juste moi? Puis est-ce que ça vaut la peine de continuer? Tu sais, t'as personne avec qui débriefer tout ça. Puis brainstormer sur des solutions. Exactement. Fait que là, t'es tout seul. Puis moi, je voulais pas virer de bord pour me faire dire « Ouais, mais Val, tout le monde a ça. Tout le monde rencontre ces conditions-là. T'as juste à passer à travers, puis ça fait partie de la game. Puis t'étais pas prête, voyons donc. Hein? J'étais pas prête à gérer le dialogue interne était loin, là. Ouais, exact. Ce type de conversation-là, je voulais pas l'avoir. Ouais. Fait que j'ai continué. Puis finalement, ouais, c'était probablement, ça variait, là, mais des fois c'était aux 200 mètres, des fois c'était aux 3 km. Okay. Puis j'ai eu de la slush à tous les jours. Oh my God. Mais à un moment donné, tu sais, au jour 3, après ça, tu te dis, ça sert plus à rien de revirer de bord, parce que de toute façon, en fait, c'est même avant le jour 3, là, tu sais, j'étais rendu au point où je me disais, OK, si je revire de bord, je sais qu'il y a de la slush derrière moi, mais c'est wishful thinking, là. Peut-être qu'en avant, il y en a plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu dis qu'il y a eu un changement drastique dans la consistance de la neige quand tu as viré à l'ouest, puis qu'à un moment donné, tu vas virer au sud, puis à un moment donné, tu vas virer, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça peut changer. Dis, peut-être que ça va changer, puis peut-être que ça va, c'est juste une petite partie, puis que ça va continuer. Ça a-tu changé? Non. Oups! Ouais. C'était vraiment, tu sais, le premier 20 km, c'est le seul 20 km où il n'y a pas eu de slush. Ah, ouais. 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 Fait que ça a été 180 km après ça de... Ouais. De slush. Puis là, après ça, l'expérience embarque, puis tu te rends compte, OK, il y a des patterns. Dans la neige, tu apprends à lire les différentes couleurs, les différents mouvements sur la neige, puis t'avances prudemment, mais t'es capable de voir, OK, ça, je pense que ça va être de la slush, fait que j'irai pas là, de contourner. Des fois, c'était des détours de quelques centaines de mètres. Des fois, c'était quelques kilomètres qu'il fallait que je tourne. Des fois, je suivais des belles sections de glace ou de neige fine par-dessus de la glace, où là, ça avançait super bien, mais des fois, elle t'amène pas nécessairement dans la direction exacte où tu veux aller. Mais tu te dis, c'est un gamble que je suis prête à prendre, quitte à me rajouter quelques kilomètres, au moins je sais que j'ai de la belle neige sur cette section-là, puis après ça, on réajustera le parcours. My God. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'étais sur le bord de sortir l'Inreach? Parce que tu le dis, il y a eu dialogue interne, puis plein de moments où tu te dis, je vais revirer de bord, puis on le sait, là, imaginez tout le monde qui écoute, qui a déjà fait une course de trail qui est un peu plus longue que prévu, qui est un peu plus pénible que prévu. Le dialogue interne, il est long. Ça dure 8 heures, je dis n'importe quoi. Dans ce cas-ci, c'est 6 jours. Sont normales, ces creux-là, mais y a-tu un moment où t'as le doigt sur l'Inreach pis t'es comme, OK, là, je suis plus capable? Hein? Presque, mais c'est ça la beauté aussi de faire des aventures qui sont pas organisées, où c'est quand même si oui, la motoneige est pas loin puis c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même, ça te tente pas de peser sur le Inreach. Puis c'est comme plus difficile d'arrêter ces projets-là que même des projets l'été où tu sors sur des routes ou peu importe. Fait que, est-ce que j'ai vraiment pensé à dire OK, là c'est assez? Non, mais j'ai passé proche. Okay. J'ai passé proche parce que suite à ma première expérience dans la slush, la première journée, où j'ai vraiment forcé fort pour essayer de sortir le traîneau, après ça, le lendemain matin, je me suis réveillée dans la tente, puis j'étais pas capable de bouger ma tête. Ultimement, c'était des vertèbres cervicales qui étaient un peu déplacées. Mais à ce moment-là, moi, je pensais que c'était juste, je m'étais tiré des muscles, puis tout va bien, là, tu sais. Puis c'est là aussi où
la différence entre est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est juste que j'ai un peu mal, ben, en course de trail traditionnelle dans un événement, tu te rends au prochain ravito, t'as un doute, tu peux arrêter. Ouais. Là, t'as un doute, garde le doute longtemps parce que tu veux pas nécessairement peser sur le InReach parce que t'as juste un petit torticolis, tu sais, puis tu te dis, ça va passer. Fait que, finalement, ben, je me réveille cette journée-là, je suis pas capable de garder ma tête levée. Comme, elle ne se tient plus toute seule. OK. Elle penche par en avant, puis je suis pas capable de remonter la tête. Fait que, je fais mes affaires, je défais mon campement le matin, je m'habille, puis je pars skier, puis je regarde directement à mes pieds. Je suis pas capable de regarder en avant de moi. Pour regarder où est-ce que je vais, faut que physiquement je prenne mes 2 poings, là, mes 2 mains, je les mette sur mon front, puis que je lève ma tête pour voir je m'en vais où. Ouais. OK, parfait, je suis sur la bonne direction, on repart, je rebaisse la tête, je fais une coupe de pas comme ça, puis ça a duré tout le long, parce que les vertèbres se sont pas replacées toutes seules. Ouais. La douleur s'est amplifiée à chaque jour, au point où je pouvais plus skier avec mes bretelles de sac à dos sur mes épaules. Il a fallu que je les enlève puis que je tire seulement avec ma sangle des hanches. Fait que tu compenses d'une autre façon puis t'amènes d'autres enjeux. Ouais, ben après ça, à cause de seulement juste la sangle aux hanches, j'ai eu une hernie qui s'est formée, là, fait que à cause de trop de pression à ce niveau-là. Finalement, elle s'est résorbée toute seule, là, mais c'est beaucoup d'enjeux physiques qui se sont développés au cours de ces 6 jours-là. Mais la détermination de continuer était encore là, puis jusqu'à la dernière journée où la douleur au cou était tellement présente, je faisais un 2 à 3 minutes, puis après ça, je prenais une pause de 15 secondes où je m'arrêtais puis j'accotais ma tête sur mes bâtons pour juste enlever la pression, me parler, recentrer, OK, on repart. Je faisais ça aux 2-3 minutes. Beaucoup de cycles de 2-3 minutes. Ouais. Puis, aïe, aïe. Ouais. Fait que je le recommande pas nécessairement, là. C'est pas ceci n'est pas un cours sur comment faire une expédition t'avais un bagage là, aussi, dans le sens que il y a ça qui a dû jouer. T'allais là aussi pour te former, t'auto-former, te mettre dans un contexte, dans des conditions pour être solo puis devoir te démerder. Ouais. Au terme de ça, tu l'as complété, mission accomplie, mais est-ce que l'objectif initial qui était d'aller te former, t'auto-former, est-ce que c'est mission accomplie? Ouais, absolument. Ouais. Jusque dans les petits détails là, de qu'est-ce qu'il faut que je garde sur moi en tout temps pour pas que ça gèle. Ouais. Qu'est-ce que je peux me permettre de garder dans le sac puis je vais le réchauffer plus tard. Comment fort faut que je ferme mes bonbonnes de gaz au début de l'expédition compte tenu que après 6 jours, t'as moins de dextérité dans les mains puis peut-être qu'ils vont être plus difficiles à ouvrir puis peut-être que c'est ça. Le risque de que le gaz coule. Ouais. est peut-être moins important que le risque de pas être capable d'ouvrir ta bonbonne. Quand même. Fait que tu sais, c'est tous des petits mini apprentissages auxquels on pense pas nécessairement d'emblée, mais quand t'es tout seul face à ces défis-là, ben là t'as pas le choix de t'en rendre compte rapidement. C'est clair. Ouais. Accessoirement, t'es devenue la première femme. Je dis accessoirement parce que c'est comme un bonus sur tout ça. T'es devenue la première femme à compléter le tour de la réserve Manicouagan en solo, en autonomie. Oui. C'est quand même fou. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes qui le font. Oui, mais exact. En groupe. Mais en solo, en autonomie. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté fierté qui s'installe aussi avec ça? Non. Non? Dans le sens où le but premier, c'était pas du tout ça. Puis tu l'as bien dit, c'était vraiment accessoirement, rendu au bout de ça, tu as su que c'était ça. Surtout parce que c'est pas... Tu sais, le réservoir, justement, il y en a beaucoup de monde qui le font, puis je sais pas pourquoi il y a pas d'autres femmes qui l'ont fait, puis c'est probablement juste parce que l'opportunité s'est pas présentée à eux d'aller le faire, parce qu'ils ont choisi d'autres projets. Ouais.
Mais c'est pas une immense fierté le fait d'être la première femme à l'avoir faite. Juste le fait de l'avoir faite seule en étant femme, c'est assez. Pour toi, pour ce que ça t'a amené. Ouais. Je me permets quand même de te féliciter parce que je pense que dans ce monde-là, je t'écoute parler, je comprends que dans le monde de l'expédition, dans le monde des expéditions hivernales, le réservoir Manicouagan, c'est pas à traverser du lac Baïkal, mais pour les Moldus, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est vraiment impressionnant. Peu importe combien de monde le font par année, ça reste une mini portion de la population qui le fait, puis qui se met dans ce contexte-là, puis qui réussit à le faire. Ouais. Très impressionnant. Ça a été ton défi hivernal. Oui. À ça, c'est greffé un défi estival dans la même année. Comment on revient du Tour de Manicouagan puis qu'on se dit OK, go, je m'en vais faire la East Coast Trail à Terre-Neuve? L'année d'avant, 2023, l'été, j'avais fait ma première tentative sur la East Coast Trail. Donc, c'était un projet qui s'est terminé en DNF et qui restait amèrement dans ma mémoire. Puis, c'était sûr que j'allais retourner puis retenter. Après le réservoir Manicouagan, les enjeux de santé, justement, ont pris du temps avant de se régler. Ça a pris du temps avant que mon médecin me dise « OK, c'est bon, t'as le go pour repartir en expédition. » Puis, tu sais, à ce moment-là, il fallait tout le temps que je reste comme proche d'un hôpital si jamais l'hernie faisait des siennes. Donc, dès que tout ça s'est résorbé, là, j'ai recommencé à penser à la East Coast Trail. Ultimement, je pense que c'est peut-être un mois et demi avant de partir. Ah ouais, OK. Ouais. Mais, tu sais, dans la vie, j'essaie de garder... Je me mets des projets, je me mets des objectifs, puis c'est ça qui dicte un peu qu'est-ce que je fais comme entraînement. Mais je m'entraîne pas pendant 1 an avec en tête la East Coast Trail. C'est trop lointain, puis c'est trop difficile pour moi de garder ça. Trop de pression pour une seule affaire. Exactement. Okay. Donc, mon but dans la vie, c'est juste de m'entraîner pour que dans 1 mois, je dise, je vais aller faire la East Coast Trail, parfait, j'y vais. Ou Ray lève le téléphone, fait hey, c'est ça. On s'en va traverser telle île. Exact. Je comprends. Toujours être prête. Traverser Death Valley avec moi, OK. Voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis tout le temps prête. En fait, mon entraînement n'est que préparation pour quand Ray appelle. C'est juste ça. Ouais. La East Coast Trail, on avait vu Charlotte Levasseur-Paquin établir un FKT en autonomie, je pense en 2023 aussi, sur la portion sud, qui est une traversée de 200 quelques kilomètres. Là, dans ton cas, c'est la traversée de l'intégrale, fait que c'est ce sentier-là au complet. C'est j'ai essayé ici, 302 kilomètres. Ouais. Comment c'est venu sur ton radar la première fois, puis ensuite la deuxième tentative? Comment t'as décidé que c'est là que je m'en vais tenter une longue traversée? La première fois, en fait, c'est Cathy, la femme de Ray, qui vient de cette région-là, la région de la péninsule Avalon. Et elle m'en avait parlé. Elle a dit, c'est vraiment cool, ça avait un peu cheminé. Elle m'avait pas parlé là, de la East Coast Trail, mais juste qu'il y avait des belles trails dans son coin, puis c'est là qu'elle allait courir quand elle allait visiter de la famille, etc. Fait que là, j'avais fait un peu de recherche, me chercher un projet pour cet été-là, puis c'est quand même facile à trouver là, quand tu fais une recherche trail running Newfoundland. Oui. C'est une traversée assez mythique, je pense, là-bas. C'est une longue traversée. Déjà en partant, on parlait tantôt du côté la trace est belle, il y a un côté esthétique à traverser d'un point to point. Tu coches toutes ces cases-là. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est vraiment en bordure de la mer tout le long. T'es presque exclusivement entre la route et la mer. Tu peux pas avoir plus beau comme tracé d'un sentier. C'est un genre de sentier des Caps, mais sur 300 km au lieu de 40. Exactement. Au lieu d'être le fleuve, c'est la mer. C'est ça. OK. Ouais. C'est comme un sentier des Caps boosté. Ouais, c'est ça. Ouais. Sentier des Caps, c'est stéroïde. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, j'avais pensé, j'avais le goût de faire un projet de course entre elles, mais tu sais, on avait parlé du Mona to Mona, de la course par étapes.
là, j'avais le goût de me créer mes propres étapes. Ouais. Et de le faire comme moi, je voulais, de mettre mes propres balises, de mettre mes propres... décider de la caractéristique que le projet pouvait pas se restreindre à ce que la course offre. Exactement. Voilà. Exact. Donc, j'avais regardé sur le site de FKT, puis j'avais vu plusieurs entrées pour la partie sud puis pour la partie nord, mais personne qui avait relié les deux pour le site de FKT, parce que c'est un sentier, une grande traversée qui est très populaire. On va le mettre entre guillemets, là, parce que ça reste quand même à Terre-Neuve. Il y a peut-être une centaine de personnes qui l'en font par année. Mais quand même, c'est pas du jamais vu. C'est pas, non, pas quelque chose de toute pièce. C'est quoi qui existe, mais jamais personne l'avait tenté en mode FKT de relier les deux points. C'est ça. Il y a du monde qui l'ont fait en fast-pack, mais avec sans nécessairement s'accoter sur les règles du FKT. Ouais. Puis moi, j'ai décidé de me baser là-dessus pour un peu dicter comment j'allais organiser mon périple, puis de dire, OK, ben, est-ce que ça me tente d'être en full supported avec un crew qui est là à chaque intersection? Non, pas du tout. Mais ça me tente pas non plus d'y aller dans le full supported. J'ai le goût, tu sais, de pouvoir aller manger un fish and chips quand ça me tente. Là. Oui, puis c'est rare qu'on voit des FKT supported, la catégorie plein support sur de la très 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 longue distance, sur du multijour. Il y en a qui le font, là, mais c'est plutôt rare. On voit surtout le self-supported qui est une forme d'autonomie, on s'entend. Ouais. Ceux qui ont écouté mes épisodes avec Charlotte Levasseur, on en parle abondamment de les règles, mais bref, les règles, c'est t'as pas le droit d'avoir d'aide externe d'êtres humains qui sont planifiés à un croisement qui t'attendent, un crew. Exact. Mais tu peux t'envoyer des boîtes selon le type de sentier, il y en a qui permettent l'envoi des boîtes, comme c'est le cas sur le SIA. Tu peux, comme tu dis, arrêter quand tu croises un village au dépanneur, t'acheter ce que tu veux. Ouais. Faut juste pas que la personne que tu croises, c'était prévu dans une conversation Teams ou Messenger, de dire attends-moi à 14h à tel endroit pour quelque chose. Exact. T'es en autonomie, supporté par les éléments qui existent. Exact. C'est toute aide commercialement disponible à n'importe qui voudrait aller reproduire ce que tu as fait pourrait le faire. Exact. Puis c'est beaucoup moins de logistique aussi que d'avoir un crew qui est là. Surtout sur 302 km. Ouais, exact. C'est une bonne logistique. Exact. Fait que c'est ça. En 2023, j'avais essayé, pas du tout prête pour le faire. Il me manquait beaucoup d'heures d'entraînement pour être capable de gérer les éléments. Mais c'est surtout une mauvaise planification. Okay. Je suis allée au mois de juin, alors qu'on va pas à Terre-Neuve au mois de juin. Moi, je savais pas. Pourquoi? Il pleut à l'horizontale, puis il fait 2 degrés. Charmant. C'est ça. Alors que t'étais exposé sur des bords de falaise. Tu pourrais être intéressé à y aller. Ça peut faire partie du trip. Faut être mieux préparé que ce que moi j'étais prête à faire à ce moment-là. Fait que très sereinement, j'ai décidé là, c'est assez. J'ai repris l'avion puis je suis revenue à la maison. mais avec en tête que je referais en 2024. Donc à quel mois? Mois de juillet. OK. Beaucoup mieux. Changement de température complet? 180. Le jour et la nuit. Ouais. Je suis partie la première journée avec une petite fine pluie. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça va donner? Finalement, à la fin de la première journée, il a arrêté de pleuvoir et il a plus replu pour le reste de la semaine. Ce qui a amené son autre lot de difficultés. Tous les ruisseaux sur lesquels je me basais pour m'approvisionner en eau étaient complètement asséchés. Donc, j'ai beaucoup de déshydratation, 30 degrés, gros soleil, exposé, pas d'ombre. Pas d'eau. Pas d'eau. C'est ça. Il y a eu des beaux défis à ce niveau-là aussi. Complètement l'opposé de l'expédition de réservoir Manicouagan. Là. Oui. Tu as vécu les deux extrêmes. Puis exact. Ça nourrit le coffre à outils en masse. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime, tu sais, c'est les extrêmes aussi. C'est autant d'aller au désert d'Atacama, qui est un peu en altitude, qui est le désert le plus sec. C'est du compte pas l'Antarctique, là.
que d'aller dans du très froid. Là. Ouais. Ben, Ray en a fait un peu sa signature aussi. Tant qu'à aller dans Death Valley, on va y aller dans le mois le plus chaud. Exact. Tant qu'à aller en Arctique, on va y aller quand il fait le plus froid. T'sais. Ouais. Pourquoi se donner des chances quand on peut y aller à l'extrême? Oui, c'est ça. Puis après ça, il y a plus personne qui va dire « Ah oui, mais t'es allé quand il faisait exactement, chaud. » mais Death Valley en janvier, c'est facile. C'est ça. Non, mais gars, je suis allé en juillet, fait que... Ouais. Voilà, fin de la discussion. Voilà, on close la discussion. Ouais. Mais... ouais, c'est ça, je me souviens plus où on était rendu, mais oui, il a fait très chaud. Puis pas d'eau. C'est quand même très sauvage comme environnement. Autant que les sections, la East Coast Trail, c'est des sections de sentiers qui sont entre 3,5 km et 32 km, qui sont tous reliés par des villages. Okay. Donc, c'est des communautés, puis à chaque fin de section de trail, tu fais un 2 à 8 km sur l'asphalte pour reprendre la trail de l'autre bord, puis aller relier le prochain village. Je comprends. Donc, il y a souvent accès à se ravitailler, sauf dans les longues sections où il y en a pas. Puis, on s'entend, une communauté à Terre-Neuve, des fois, c'est 3 maisons. C'est pas un dépanneur avec de l'eau, là. Non, c'est ça. Donc, ça devient quand même complexe de se ravitailler, mais il y a moyen de bien planifier ses affaires puis de le faire comme il faut. Chose que, des fois, j'ai un peu... omis de dire, ben, je sais que la prochaine section, déjà, l'eau se fait rare en temps normal. Je sais qu'il fait chaud. J'aurais pu mieux gérer. Je l'ai pas fait. J'en ai payé les prix. C'est correct, on apprend. Ben oui. Puis, t'as-tu besoin d'aller cogner à une porte à un moment donné dans ces villages-là où il y a pas de service puis faut demander à l'habitant, comme on dit? Non. OK. C'était presque pire. Ah. Je suis sortie d'une trail à un moment donné, puis le village était loin. Donc j'étais plus sur le sentier, c'était une section de route, mais je pense qu'il me restait comme un 4-5 km avant de me rendre au village où j'aurais pu avoir accès à un dépanneur. Non, je me rendais là éventuellement. OK, je comprends. Mais moi, je sors à ce moment-là, ça faisait 7 heures que que j'avais plus d'eau. Oh shit. Ouais. Parce que la East Coast Trail, là, tu sais, ouais, c'est ça. La East Coast Trail, là, tu peux faire une section de 12 km puis ça te prend 5 heures. OK. C'est technique à souhait. Ouais, c'est ça. C'est du bushwalking. Ah ouais. Tu sais, je me suis souvent posé la question, pourquoi il y a personne qui me dit d'amener des sécateurs? Ou genre une machette. Tu sais, comme... Je voyais pas le sentier. Mes lunettes étaient pas pour protéger mes yeux du soleil, c'était pour protéger mes yeux des branches qui me fouettaient le visage sans cesse. J'essayais de me pencher pour pas avoir les branches dans le visage, mais là, ça accrochait dans mon sac en arrière, puis là, ça me tirait, puis je voulais tomber sur le dos. Ça avance pas vite sur la East Coast Trail. Donc, ça fait 7 heures que j'ai pas d'eau. Je suis un peu désespérée. C'était une section où j'avais lu que oui, il y a des cours d'eau, mais faut pas les truster parce que plus haut, il y a d'agriculture. Ouais. Puis c'est mieux pas. Ouais, puis filtre ses limites, là. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, j'avais le filtre, j'avais des pastilles. J'avais pas le goût que ce soit une diarrhée qui m'empêche de continuer. Là, fait que j'y allais un peu avec la gestion du risque. Puis je me dis, ben, je suis encore capable d'avancer. Fait que on continue, puis éventuellement, il va y en avoir de l'eau. Fait que je sors, puis là, je vois... je pense que c'était 2 touristes, là. Ils sont en auto, ils sont au bout du chemin. Puis là, je vais les voir, puis je suis comme là, est-ce que vous savez le prochain village, il est où? Il est dans combien de temps? Parce que là, mon cerveau, il fonctionne plus. Mais après 7 heures de déshydratation, il y a ça aussi qui embarque, les facultés faiblissent. Là, je suis hyper émotionnelle. J'ai le trémolo dans la voix, j'ai les larmes qui commencent à couler. Puis là, ils me regardent, ils sont comme, ben, on va t'amener. Puis moi, j'ai dit, non.
non, tu peux pas m'amener au Ben non. village parce qu'après ça, il va falloir que, tu sais, ils sont comme ça à 4 ou 5 kilomètres. Mais si tu m'amènes au village, après ça, moi, il va falloir que je fasse 4 ou 5 kilomètres pour revenir à mon point de départ pour refaire la distance à pied. Impensable. Puis C'est tu viens sûr que non. supported, même si tu fais l'aller-retour, je pense, non? Non, tu peux, ben, je pense que tu peux revenir. En Des tout cas, technicalités. Ouais, c'est Rendu là, tu refuses leur mais là, aide, je refuse, mais les autres, ils comprennent pas, là. Ouais, Ils sont c'est comme, ça. non, mais c'est pas grave, là, on va t'embarquer dans l'auto puis on va t'amener. Il y a des règles, Tu sais, monsieur. Non, mais ça, j'étais pas capable de déroger de ça, je Ben voulais oui. pas. Fait que, tu sais, mais c'est ça, ça a fait une belle conversation bizarre sur le bord de la route. Puis là, il était comme, ben, nous, on n'en a pas d'eau, mais on peut aller t'en chercher. Puis là, j'étais comme, ouais, là, je sais plus là, si ça devient supported ou pas. Là, comme là, c'est bizarre. Fait que là, j'ai refusé leur offre. Mais c'est ça, là, j'étais vraiment sur le bord du désespoir. Là. Puis finalement, tu t'es rendu au village. Ouais, je me suis T'as rendue. pu faire le plein de tout ce qui te manquait. Exact. Ben en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté pour la nuit sur le bord d'une belle grande rivière qui coulait abondamment. Puis je me suis installée là, la bouche grande ouverte. Puis j'ai bu des litres et des litres. Ben, là. j'espère. Ouais. OK. Ouais. Puis après ça, ben suite à ça, le lendemain, tu sais, j'avais la bouche tu sais, complètement pâteuse, j'étais pas capable d'avaler ma salive. J'avais comme une sensation de ma langue était enflée. Okay. J'avais comme une sensation de brûlure, là. Comme quand tu bois une gorgée de chocolat Ouais. chaud puis tu t'es brûlé la langue. Là. Ben ça a duré tout le reste. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. Sais-tu qu'est-ce qui explique ça ou? J'attribue à la déshydratation, Ouais, c'est ça. là, mais Aïe, ouais. aïe. Puis C'est moins pire qu'une tête qui se relève plus. Oui. Mais c'est quand même tannant. oui, c'est tannant parce que ça enlève tout le goût de manger. Ouais. Je me suis zéro alimentée pendant la East Coast Trail. J'avais rien le goût de manger, jamais, parce que, tu sais, tu regardes ta barre puis t'as pas d'eau. Là. C'est sûr qu'elle est pas appétissante. Elle va passer là. rough, là. Ouais. Et là là. Ouais. Je te pose la même question que je t'ai posée par rapport à ton premier défi. Quand t'arrives au bout de ça, que c'est la fin de la East Coast Trail, que tu viens de vivre 5 jours et 5 jours et 13 heures assez intenses, c'est quoi le sentiment à ce moment-là? Lui, c'est un sentiment de fierté. Okay. Absolument, parce que je m'étais donné un objectif, j'avais pas réussi la première année, pour moi, c'était le courage de retourner, retenter le même défi. Ouais, j'étais vraiment fière juste d'avoir réussi à retenter le coup. Ouais. Puis finalement d'arriver au bout puis de l'avoir réussi, c'était un peu un sentiment de comme bon ben là c'est fini, on retourne à nos occupations normales. C'est ça. Puis c'est ça un peu ce qui est beau, mais ce qui est spécial avec des aventures sans dossard. Mm-hmm. Il y a personne à la ligne d'arrivée qui est là pour t'accueillir puis pour t'encourager, puis tu sais, il y a pas de grande banderole avec un annonceur puis des gens qui t'applaudissent. Tu sais, je me souviens, j'étais arrivée, ça finit sur une plage. Puis il y a plein de familles qui sont là, qui se font des barbecues, des enfants dans l'eau, puis moi j'arrive, je suis comme hyper émotionnelle, je suis en train de pleurer, puis il y a personne qui me regarde puis qui sait qu'est-ce que je fais là, puis je suis juste, tu sais, je m'assois sur mon petit banc de parc, puis là je vis toutes mes émotions, mais je les vis complètement toute seule. Décalé de tout ce qui se passe autour. Oui, absolument, là, tu sais, puis mais je pense pas qu'il y a personne, tu sais, il y a personne qui m'a regardé puis qui avait elle est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, mais j'étais vraiment encore toute seule dans mon monde, mais catapultée dans la vie normale. Là. Un reality check immense d'arriver à travers un 5 à 7 quelconque. Tu sors de 5 jours et demi. En fait, c'était surtout quand je me suis finalement levée de mon banc de parc, puis j'ai pris mon courage à deux mains pour aller voir une famille, puis leur demander est-ce que vous pouvez prendre une photo de moi. J'aimerais ça avoir une photo de finish devant la pancarte. Là. Puis là, ils me regardent. Ouais. OK. Puis là, ils se regardent entre eux. Puis là, ils sont rendus, tu allez, toi? Oh, pas vraiment. Toi, tu dis, ouais, OK, c'est bon, là, je vais y aller. Puis là, ils se lèvent, viennent prendre la photo. Mais, tu sais,
c'est apparent là que j'ai pleuré puis que je me tiens plus tout droit puis tu sais je pue, je sens la mort. Puis c'est ça, mais ça me prend ma photo à la fin, fait que c'est ça, je vais demander qu'ils prennent une photo, puis après ça, je remonte les marches jusqu'au stationnement où j'ai un lift qui m'attend pour me ramener au Airbnb, puis je commande une poutine au food truck qui est là, puis la vie reprend. Ouais, ça se finit exactement comme ça. Il y a un reality check immense de c'est ça, t'as pas le côté glamour, c'est pas le bon terme, mais le côté célébratif, disons, d'une arrivée puis de sentiment de communauté. T'sais, on aime ça, la fin d'une course organisée, parce que non seulement il y a l'accomplissement, tout ce que tu viens de vivre, tu peux le vivre aussi dans ce genre de projet-là, mais t'es pas tout seul à le vivre, tu peux relate avec d'autres mondes, tu jases. Là, c'est ça. Puis tu sais, t'as beau revenir à la maison puis en parler avec tes amis proches, ta famille, mais il y a personne qui sait exactement qu'est-ce que t'as vécu. Mais ça son petit côté presque romantique, tu sais, de dire c'est juste moi qui sais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. J'ai beau essayer de l'écrire, d'essayer de le partager du mieux que je peux, mais il y a personne qui le sait, puis ça m'appartient. Exact. Puis c'est le fun. C'est ça? Ouais. C'est ça, j'allais dire, ça doit être le fun de... Ouais. Je tiens à le mentionner, t'as été nominé pour 3 Racines d'or pour ces projets-là qu'on vient de raconter. T'as été l'aventure sans dossard pour la East Coast Trail, le projet hors sentier pour le réservoir, puis t'as un récit aussi parce que t'écris sur j'adore le nom de ton blog, Val Says It's Nap Time. Ouais. T'aimes écrire, t'aimes raconter ce que tu peux vivre. Ouais. C'est quoi la dimension que ça ajoute à tes aventures de les vivre, de les accomplir, puis d'ensuite les raconter, parce que je tiens à le mentionner, je te dis pas ça parce que t'es là, t'auras une belle plume, c'est le fun à lire, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça amène de plus à ta pratique du sport? Pour moi, c'est vraiment une façon de repasser mon expérience, mon aventure, l'expédition, puis de la digérer. Mm-hmm. Puis des fois, ça me prend quelques mois avant d'être capable de revisiter toutes ces émotions-là, parce que j'écris pas ça sur le bord de la table pendant 1 heure. Là, tu sais, je me replonge complètement dans ce que j'ai vécu, mais ça me permet d'un peu d'analyser, d'en retirer ce que j'ai à retirer, puis de process le tout. Puis après ça me permet aussi, en quelque sorte, de tourner la page sur ce projet-là puis de passer à autre chose. Ouais. Avant qu'on termine, c'est quoi le autre chose? Y a-tu déjà des projets? Je suppose que oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux révéler ou tu veux révéler? Ouais. Ben là, j'ai pensé, est-ce que je le révèle, est-ce que je le révèle pas? Puis il y a pas de bonne réponse à ça. Non, mais je pense que je veux le partager parce que c'est un peu un défi pour moi de le partager, de le mettre out there. Puis après ça, une fois que ça va être dit, il va falloir que je le fasse. Oui, c'est ça. Une grosse pression qui vient avec le fait de le dire sur un podcast. Ouais, mais en fait, on parlait de parcours qui sont un peu esthétiques ou qui nous attirent. On parlait du fait que je fais plus vraiment de courses organisées. Souvent, quand j'essaie de participer d'une façon ou d'une autre à des compétitions, à la communauté de trail, de rester un peu connecté avec des amis en allant crew ou peu importe, en allant juste assister à des courses. Puis souvent, le monde me demande « Ah, mais là, l'année prochaine, tu vas-tu le faire? » tu sais. Ouais. Puis je suis comme « Ouais, non, tente pas. » Mais d'un autre côté, je trouve qu'on a des vraiment belles courses au Québec, avec des parcours qui valent la peine d'être courus, mais je veux le faire à ma manière. Donc, mon projet pour l'été 2025, ça va être en quelque sorte, relier les 3 grosses courses de la région de Charlevoix-Québec. Okay. Donc, probablement à partir de Saint-Siméon, faire le parcours du 42 THC, enchaîner sur le 125 à l'envers, rejoindre Baie-Saint-Paul, partir sur le QMT, l'ancien 160, mais dans le fond, jusqu'au Mont-Saint-Anne. Après ça, couper dans les lignes d'hydro,
arriver en arrière du relais par le lac des Roches, puis finir sur la fin du 50 de la clinique du coureur. Mais pour le rendre vraiment comme c'est mon projet, c'est à moi, je vais le finir chez nous. Wow. Ouais. C'est malade. Ouais. Parce que j'habite, c'est ça, au lac Beauport. Pas loin du parcours. Pas loin du parcours, fait que, aïe, je vais le finir. C'est malade. Mais là, celui-là, par contre, tu sais, j'ai fait la East Coast Trail en self-supported. Puis là, j'ai le goût de vivre un peu plus une expérience de gang. Mm-hmm. Fait que je vais le faire supported. Wow. Fait qu'avec des amis qui vont venir courir des sections avec moi, qui vont genre avoir une van qui va suivre à des sections, puis qui vont me ravitailler, puis on verra ce que ça donne. C'est malade. Ouais. C'est drôle parce que j'ai entendu des gens, des adeptes au Québec du 200 miles dire il devrait avoir un UTHC-QMT de connecter justement à ce que tu viens de dire, parce que l'UTHC a littéralement un 160 entre les mains, c'est-à-dire à l'envers le 125 plus Saint-Siméon, ça donne 160, même quasiment 10. Puis après ça, t'es vraiment pas loin. Puis le Tranche-Charlevoix connectait ces deux points-là. Le Tranche-Charlevoix venait faire quasiment le sentier les Pointes et des Florents. Ouais, c'est ça. Il y a ça qui connecte à partir quasiment de la, pas de la ZEC des Martres, mais c'est tout Saint-Urbain. Je suis mêlé mais il y a quand même une façon de connecter quasiment que par des sentiers. La fin de, le début d'Aricana dans la ZEC des Martres puis Baie-Saint-Paul. Exact. Fait que j'ai entendu des gens dire, là, il y a un 160 au QMT puis il y a un parcours potentiel de 160 à l'UTHC, faites donc un partenariat. Ben, c'est ça la beauté. On lance dans l'univers, mais là, c'est que tu le crées. Tu peux le faire. Il existe. Et là, ça va faire combien de total? C'est 300? C'est 350 à peu près. Wow. Là, je l'ai mappé grosso modo, là, puis 350. C'est malade. Puis c'est le fun de pouvoir bâtir quelque chose, dans le sens que la East Coast Trail, ça existe d'un point A à un point B. Là, le point A à un point B, il existe, mais à travers plusieurs événements, plusieurs parcours. Du Mont-Sainte-Anne au lac des Roches, en tout cas le secteur de quand tu rallies les lignes d'hydro, ça existe, mais il y a aussi des embûches, tu sais. On en a vu du monde le faire à partir de... Mais t'as Rivière-Montmorency à traverser, il y a plein de plein de belles petites embûches potentielles. Exact. À quel moment t'as prévu faire ça? Mois de juillet. Fin juillet. Wow. Les vacances sont prises. C'est malade. Ouais. Aïe, j'adore. Je trouve ça malade parce que tu connectes ce que des milliers de personnes empruntent chaque année via des courses organisées, puis tu t'es fait ta propre affaire. Tu prends ce qu'il y a du mieux dans la communauté trail d'organiser, ce qu'il y a du mieux du monde des FKT ou de l'autonomie, puis tu crées le projet à Val. Mais tu sais, les sentiers sont tous là. Sont pas mal tout accessible en tout temps. Exact. Fait que il n'y a pas les enjeux qu'un Bromont peut avoir, que ce sont des sentiers qui, hors de l'événement, sont inaccessibles. Dans ce cas-ci, c'est la traversée de Charlevoix, c'est le sentier Gabriel-Leroy, c'est le sentier des Caps, c'est toutes des choses qui existent. Là. Ouais. Le Mistachibo. Oui. Le Maelstrom, ça va tout être contrairement aux gens du 100 000 qui arrivaient dans le Mistachibo avec quasiment plus de 100 km d'impact, dans ton cas, tu vas arriver avec 250. Fait que, technique ou pas, la vitesse de croisière à ce moment-là serait relax. Non, ça ira pas vite. Il y a personne qui va vite déjà. Non. Mais c'est ça l'avantage, en fait, le Mistachibo. Je sais pas qui j'entendais dire. Tout le monde veut être le plus vite possible dans le Mistachibo, mais au final, tout le monde est lent. Fait que quelqu'un qui est en mode compétitif, ce qui semble pas être ta volonté, ni la mienne dans cette pratique du sport-là, mais il disait, c'est pas dans le Mistachibo que la course se gagne. C'est avant puis après, parce que oui, tu peux être un peu plus rapide que d'autres, mais l'économie de temps versus le risque est pas là. Ouais. J'ai hâte de finir ce beau périple-là dans le Maelstrom. Ouais, ben c'est ça, parce que... Ça va être quelque chose. Parce qu'il y a le débat éternel, qu'est-ce qui est le plus rough, le Maelstrom ou le Mistachibo? Dans ton cas, tu vas les deux dans ta course. Fait que ça. Tu nous en reparleras à la fin. Qu'est-ce que tu pourras nous le dire? Oui, exact. Moi, ma lecture pour avoir fait les deux en course organisée, Mistachibo, c'est pas l'entièreté du parcours qui est extrêmement technique. C'est un tronçon qui a aucun sens. Puis ça a aucun sens là de 4 ou 5 km bas le Maelstrom. Ouais. Mais le Maelstrom le secteur est beaucoup plus technique sur son entièreté. Exact. C'est ma lecture. Ouais. Dans les deux cas, c'est le fun. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Souvent, les endroits les plus beaux sont les plus difficiles.
Dans ce cas-ci, il y a de tout ça. C'est vraiment trippant. Ouais. On a hâte d'en savoir plus. Ouais, ben là, c'est ça. Là, le stress est embarqué. Oui, c'est ça. Ben là, c'est dit. Là, c'est dit. J'ai plus le choix. C'est malade. Ouais. Est-ce que tu as déjà choisi qui l'équipe qui allait t'accompagner? T'as-tu déjà ce côté logistique-là en réflection, en planification? Oui. Puis là, il commence à me demander, OK, mais tu sais, quel jour? Puis tout ça. Puis là, je sais pas, là. C'est aussi, je pense, une des particularités, la East Coast Trail, dans ma planification, ma façon de vouloir le faire, je courais 2 jours. Fait que du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Quand le soleil se couchait, tu sais, je pense que j'ai jamais allumé ma lampe frontale sur la East Coast Trail. Puis c'était voulu comme ça. Ouais. Je voulais le faire de même. Là, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. Ouais. Puis d'essayer de le faire, là, ça va être les plus gros guillemets du monde, là, mais le plus en continu possible. Okay. Donc, pas de sieste 8 planifiée. heures de sommeil. Okay. Non, je vais essayer pas de planification nécessairement dans les heures de sommeil, des petites siestes à gauche, à droite, d'essayer ça. On va voir. Le but, c'est d'expérimenter des affaires différentes. On se lance dans l'inconnu. Ouais, exact. Donc là, c'est juste que la logistique de tout ça, de dire, regarde, je vais avoir un tracker, puis regarde, je suis rendu où, puis planifie toi-même. Là. Voilà, exact. C'est ça. Puis il y a quand même beaucoup d'accès, veux pas. Oui. T'as des longues portions. Tu sais, quand tu vas embarquer dans le sens des caps, ouais. On va s'en voir au bout. Ouais, mais il y a après ça, il y a des sections que tu vas pouvoir avoir ton crew des longues portions. Fait que ça va être une aventure pour eux autres aussi. Exactement. Tu te lances dans un ultra, eux autres aussi, puis exactement. Puis voilà. c'est ça la partie le fun du crew aussi, là, tu sais. oui. Puis je pense que la grosse planification à l'avance, c'est justement de sortir, OK, c'est quoi les points d'accès, puis qu'est-ce que je vais avoir besoin quand, qui je vais avoir besoin quand. Là, il y a ma famille qui veut venir à soeur avec les enfants. Quand est-ce que je leur dis qu'ils vont, tu sais, puis là, c'est fin du mois de juillet, là, moi, c'est beaucoup trop tôt pour commencer à organiser ces affaires-là dans mon monde, là, dans ma tête, là. Mais je me rends compte qu'avec un crew, puis si je veux le faire avec du monde, puis avec une équipe, j'ai pas le choix de penser à ces affaires-là un peu plus à l'avance. Ben, c'est clair. Ça amène son autre défi. Ah, c'est une portion de plus que tu ajoutes au défi, puis on se lance dans l'inconnu. Ouais, exact. T'as un passé de compétition. Oui. T'es plus là-dedans pantoute. Non. Moi, je termine mes entrevues avec la compétition. C'est les questions éclair NAC. On le sait, j'ai fait table rase et on recommence les records. Donc, en ce moment, bon, dans la catégorie des FKT présentiels, c'est Robin Maillot qui a fait ça en 10 secondes. Fait que 10 questions, 10 secondes. La barre est haute. Je rappelle que le record à distance, c'est Laurie Girard, avec qui on a parlé des monts Grou, les monts Wapishka. 19 secondes par Zoom. Mais là, on n'est pas en Zoom. Fait que le record à battre est 10 secondes. Je sors mon chrono. Je me racle la gorge pour être sûr de pas m'étouffer. Et tu me dis quand t'es prête. OK, je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. FKT ou course organisée? FKT. Des plus ou des moins? Des moins. Café ou thé? Café. Question NAC, bar ou golf? Golf. Ski ou rando? Ski. Racine ou roche? Racine. Gaspésie ou Terre-Neuve? Terre-Neuve. Chili ou l'Arctique? L'Arctique. 14 secondes. C'est pas le record, mais c'est très, très fort. C'est bon. Fut un temps que ça aurait été le FKT. Ouais, mais fut un temps aussi que je me serais battue vraiment plus fort, je me serais stressée vraiment plus fort pour répondre à ces questions-là le plus rapidement possible, puis j'en aurais pas dormi de la nuit, fait que je suis vraiment contente avec 14 secondes. C'est parfait, j'adore ça. 14 secondes, c'est très, très fort. Chili ou l'Arctique, t'as répondu quoi? L'Arctique. L'Arctique, ouais. Y a-tu un petit goût d'Orvénésie aussi, après avoir fait l'île de Baffin, puis... Ouais? C'est les plans hivernaux, je suis pas encore prête à les sortir, là, mais... T'as été marqué... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, je sais pas encore c'est quoi, mais... je pense que ça me prend encore un peu plus de préparation, par contre, avant de me lancer dans un gros projet. À suivre. À suivre. Ouais. Valérie, merci beaucoup d'être venue à Pas sorti du bois. Merci de m'avoir reçu. On avait beaucoup à dire, ça a été vraiment très intéressant. J'aime ça quand on sort un peu des sentiers battus, qu'on parle de d'autres choses. Là. Je veux dire, ça reste relié au trail, aux aventures, mais j'aime beaucoup cette tangente-là des entrevues plus aventures. La portion Manicouagan, ça donne le goût, même si c'est loin, c'est extrême, mais c'est le fun de l'entendre. Merci beaucoup de ton temps ce soir. Mais merci de m'avoir reçu, c'était
c'était vraiment plaisant. On va suivre ça cet été, peu importe de quelle façon on pourra, mais en tout cas, on lira le récit à la fin. Oui, c'est ça. Puis tantôt, je blaguais au début, il y a tellement d'aventures qu'il y aura peut-être une part 2. On dirait que là, il y a une... Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Je sais pas si t'aimais ton expérience du podcast. Oui. T'habites pas loin. Fait que quand tu voudras, quand t'auras eu le temps de le digérer, de prendre le temps, tu le disais, chaque défi prend son temps. Absolument. On met pas de pression, on n'ajoute pas ça à ça, mais je pense que, en tout cas, quand tu seras allé au bout de ce projet-là, d'après moi, il y aura matière à raconter. Je pense que j'ai l'impression, dans tous les cas, que ça allait bien ou mal. On souhaite que ça allait bien, mais je pense que dans ces aventures-là, on s'attend à ce qu'il y ait des portions qui aillent mal, puis ça fait partie de l'aventure. Là. Plus c'est long, plus il y a de potentiel. Oui. Oh oui. Voilà. Ouais. Plus il y a des choses qui peuvent aller mal, mais plus il y a des choses qui peuvent être vraiment bien aussi. Ben oui, c'est clair. Merci beaucoup de ton temps. Merci. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel du podcast, Noctem, nos bières. Est-ce qu'elle était bonne, ta Pilsner? Oui, je bois très lentement, mais délicieuse. Écoute, tu peux la prendre pour la route. Je peux pas dire ça. Mais j'habite pas loin, là. Non, c'est ça. Tu peux marcher jusque-là. T'es capable de faire des petits bouts quand même, je pense, avec ton expérience. Je remercie aussi Mox Mocktail et Café Charlevoix qui sont les partenaires du podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.